L'histoire commence alors qu'un mystérieux garçon nommé Juzu arrive pour un travail. On lui dit qu'il n'y aura qu'une seule personne de garde, donc cela devrait être facile pour lui. Juzu a vraiment confiance en ses capacités, alors il dit à son associé de préparer l'unité d'élimination. Quand il arrive, il neutralise immédiatement l'une des caméras. Il entre dans une pièce où une transaction est en cours, et quelques voyous se demandent qui il est. Juzu les ignore simplement, et il se demande seulement s'ils ont un briquet pour allumer une cigarette. Juzu voit qu'ils essaient d'ouvrir un coffre-fort, et il commence à leur tirer dessus. Il est sérieusement en infériorité numérique, mais il les surpasse en compétences. Il se fraye un chemin à travers l'obscurité et élimine chaque voyou un par un. Un gars reste, et il essaie de s'enfuir avec la mallette. Il maudit sa mauvaise chance parce que le vieux gars est un tueur à gages qui éliminera n'importe qui si l'argent est bon. Juzu apparaît de nulle part car il n'apprécie pas d'entendre ces rumeurs à son sujet. Il n'élimine pas n'importe qui, et il s'est fait une règle de ne mettre fin qu'à la vie de ceux qu'il appelle les irrécupérables. Le voyou supplie pour sa vie, mais il ne fait que gagner du temps. Il essaie de tirer en retour, mais Juzu a déjà disparu. Il se retrouve derrière le voyou, et il le frappe pour l'envoyer dans une autre pièce. Après cela, l'associé de Juzu, nommé Kotatu, dit qu'il a fait un excellent travail. Il y avait 25 voyous, et il les a tous détruits. Juzu est contrarié, cependant, parce que Kotatu avait dit qu'il n'y aurait qu'un seul garde. Kotatu fait remarquer que cela n'avait finalement pas d'importance parce que Juzu est un tueur à gages légendaire. Juzu n'apprécie pas cela et dit à Kotatu de ne plus jamais l'appeler comme ça. Kotatu parvient à ouvrir la mallette pour révéler qu'il y a un nid de guêpes à l'intérieur. Ils vont chercher à manger, et Kotatu est stupéfait par la quantité d'ail que le tueur à gages mange. Le matin, Juzu entre dans son immeuble et terrifie un pauvre enfant. Il ne peut que s'excuser car il n'a jamais été bon avec les enfants. Il avait autrefois une famille, et il se demande si les choses auraient été différentes s'il avait été meilleur avec les enfants. Son travail est tout ce qu'il a, donc il ne pouvait jamais comprendre son propre enfant. Juste à ce moment, Kotatu arrive car il a besoin d'utiliser la salle de bain de Juzu. Nous voyons qu'un insecte rampe sur la veste de Juzu et commence à le suivre. L'insecte le pique, et Juzu est choqué de voir que c'est une guêpe. Il n'en a jamais vu comme celle-ci auparavant, et sa piqûre lui cause une douleur immense. Cela ne fait qu'empirer car Juzu peut à peine respirer. La douleur est atroce, alors il perd connaissance. Quelque temps plus tard, Juzu se réveille et voit qu'une fille nommée Harry le regarde. Il est dans son laboratoire, et elle aimerait qu'il réponde à quelques questions. Elle veut son nom complet et son affiliation. Son nom est Juzu, et il dit qu'il fait partie du syndicat d'assassins appelé Zo. Quant à Harry, elle est la chef de la division scientifique, et c'est aussi son ex-femme. La mémoire de Juzu semble bonne, et ses signes vitaux sont bons. La seule chose qui est étrange, c'est son apparence, et cela semble avoir été causé par la guêpe. Elle venait du nid qui était dans la mallette, mais il y a plus à l'histoire. L'entreprise avec laquelle la cible de Juzu traitait fait des recherches sur la manipulation génétique des organismes vivants. Ce n'était pas une guêpe ordinaire, et ils ne savent pas comment elle a pu changer Juzu. Juzu ne sait toujours pas de quoi elle parle, alors il est stupéfait quand il voit qu'il est maintenant une personne différente. Il est devenu un enfant, et il espère désespérément pouvoir redevenir lui-même. Malheureusement, Harry n'a aucune idée de si c'est possible. Harry est connu pour être un génie, mais elle dit que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent analyser facilement. Juzu a une crise de panique totale lorsqu'il remarque que sa voix est vraiment aiguë. Sa peau est vraiment lisse, et il est beaucoup plus petit maintenant. Harry explique qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part le surveiller. Pour empirer les choses, cela signifie aussi que Juzu devra faire une pause dans son travail. Il dit que ce ne sera pas possible car il a un prêt hypothécaire, des paiements de voiture et une pension alimentaire à payer. Juste à ce moment, Juzu reçoit un appel de son patron. Son patron ne peut pas croire que cette voix aiguë appartient à Juzu, alors Juzu doit le lui confirmer. Juzu sait que les choses sont bizarres maintenant, mais il assure à son patron qu'il peut encore faire son travail. Le patron est en fait heureux d'entendre cela car il a un travail parfait pour lui. Juzu est impatient de retourner au travail, mais il est choqué quand son patron dit qu'il veut qu'il aille au collège. Il explique qu'il pense inscrire sa fille dans une certaine école privée de niveau intermédiaire l'année prochaine. C'est pourquoi il veut que Juzu s'infiltre dans l'école et l'enquête de l'intérieur. Juzu est furieux car il a l'impression de s'être fait avoir. Son patron a fait semblant que c'était un vrai travail, mais il veut juste qu'il enquête sur une école pour sa fille. Harry pense que c'est une bonne idée parce que Juzu a abandonné ses études avant d'atteindre le collège. Le patron rappelle à Juzu qu'il sera payé pour ce travail comme d'habitude, et cela déclenche quelque chose chez notre héros. Peu de temps après, Kotatu est impressionné alors que Juzu se prépare pour l'école. Juzu se demande pourquoi il doit porter des lunettes, alors Kotatu explique ce qu'elles sont. Les lunettes ont un écouteur, et elles ont aussi une caméra intégrée. Kotatu rappelle à Juzu qu'il est toujours un vieil homme ringard à l'intérieur, donc il va le soutenir. Pendant que Juzu se prépare, il pense à quel point c'est un désastre absolu. Il est vraiment mauvais avec les enfants, et maintenant il doit aller au collège.
Juzu ne peut pas refuser un travail payant, alors il va à l'école. Le premier jour de cours, le professeur de Juzu demande à tout le monde de se présenter. Un enfant dit qu'il veut rejoindre l'équipe de basket et faire de son mieux, quelques filles jasent, et elles disent que ce garçon est plutôt cool. C'est au tour de Juzu, donc il se présente maladroitement. Pendant que les élèves le regardent fixement, Juzu dit qu'il est heureux de les rencontrer tous. Les choses deviennent encore plus gênantes alors qu'il reste là et dit simplement que c'est tout. Il obtient immédiatement une réputation d'être morose, et Kotaku le gronde pour sa présentation terrible. Se fondre dans la classe fait partie du travail de Juzu, alors Kotaku lui dit de faire mieux. Juzu retourne devant la classe et pense à ses loisirs. Rien ne lui vient à l'esprit, alors il décide d'opter plutôt pour une compétence particulière. Juzu ne sait toujours pas quoi dire, et il se demande si le tir de précision compterait comme une bonne réponse. Cela surprend toute la classe, et il se demande s'il est une sorte d'edgelord. Kotaku dit que c'était une réponse terrible, alors Juzu dit qu'il parlait des répliques d'Airsoft. Il aime l'Airsoft et jouer à des jeux de survie. C'est une meilleure réponse, mais certains élèves pensent toujours qu'il est vraiment morose. Un moment plus tard, la journée d'école est enfin terminée. Juzu dit que si le premier jour était comme ça, il n'a pas hâte de ce qui l'attend. Des filles le bousculent, et elle s'excuse en l'appelant « garçon otaku ». Kotaku dit qu'il peut les éliminer s'il veut, mais Juzu dit que ça va. Quand il rentre chez lui, Kotaku révèle qu'il a préparé le dîner pour Juzu. Juzu se demande pourquoi il cuisine dans sa maison, mais il oublie vite quand il réalise à quel point la nourriture est bonne. Kotaku explique que s'il ne préparait rien, Juzu mangerait probablement juste beaucoup d'ail. Un collégien qui pue l'ail va être ostracisé en un rien de temps. La présentation de Juzu était déjà assez mauvaise, donc il ne peut pas continuer à faire des erreurs. Il doit garder son identité cachée, et il doit s'assurer de ne causer aucun problème qui pourrait le faire expulser. L'essentiel est que s'il ne peut pas aller à l'école, alors il ne sera pas payé. Le lendemain, Juzu retourne en classe, mais il ne peut penser qu'à comment étaient les choses quand il était enfant. Il a été recueilli par l'organisation, et on l'a immédiatement mis à l'entraînement. Puis il a été jeté directement sur le terrain pour qu'il puisse commencer à travailler. Il a maintenant 39 ans, et il a tout vécu. Il a été marié et a même une fille. À ce stade de sa vie, étudier ne lui semble pas si grave. Juste à ce moment, quelque chose se déclenche en Juzu alors qu'il découvre ce qu'est vraiment étudier. Il est incroyablement inspiré pour une raison quelconque, et il commence à prendre des notes. Juzu est rempli d'admiration alors qu'il commence à apprendre toutes sortes de nouvelles choses sur les mathématiques. Il n'a jamais pensé au nombre de cette façon, et il ne peut pas croire qu'il y a tout un monde de nombres négatifs. Juzu se perd complètement et prend des notes comme un fou. Le cours finit par se terminer, et Juzu se retrouve en larmes. Il n'a jamais pu vivre ça quand il était plus jeune, et ce n'est que maintenant qu'il réalise qu'étudier est amusant. Mathématiques, sciences, études sociales, et même les arts du langage, Juzu aime tout cela. Apprendre des choses qu'il ne connaissait jamais auparavant et les comprendre à un niveau plus profond. Juzu ne peut pas comprendre ce nouveau sentiment, et il se demande si c'est le contre-coup du fait de n'avoir jamais réfléchi avant. Il évitait d'utiliser son cerveau pour pouvoir baisser la tête et faire son travail. Chaque petite chose qu'on lui enseigne maintenant le frappe plus fort qu'un verre de whisky après un travail bien fait. Cette nuit-là, Kotaku est horrifié, et il se demande si quelque chose ne va pas quand il trouve Juzu dans sa chambre. Juzu est en train d'étudier, mais il dit que c'est un vrai problème. Les cours du collège sont tellement amusants pour lui que c'est accablant. Kotaku ne peut pas comprendre quel est le problème, alors Juzu doit expliquer. Il a fini sa révision et ses devoirs en un rien de temps, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué et a commencé à faire le travail préparatoire de demain. Kotaku aide de la seule façon qu'il connaît, en cuisinant un autre repas extravagant. Le lendemain, nous voyons qu'il y a un étrange individu qui traîne devant l'école. Quand les cours se terminent, Juzu ne peut que se demander ce qu'il va faire. Apprendre a de nouveau été un plaisir pour lui, et il a particulièrement aimé les études sociales. Juzu a pu relier ce qu'il apprenait à sa propre expérience de vie, et cela l'a rendu bien meilleur. Tout n'est pas bon, cependant, car Juzu n'est toujours pas bon avec les enfants. Juste à ce moment, Kotaku fait remarquer qu'il y a une agitation à proximité, un type avec un masque de panda donne un coup de pied au visage d'un garde, et quelques filles rient de lui. Elles trouvent ça hilarant, mais elles sont terrifiées quand le type se précipite sur elles. Ce type est vraiment un étrange individu, et Juzu se demande ce qui ne va pas chez lui. Kotaku fait remarquer que ce sont les filles qui ont eu une attitude envers Juzu avant, donc Juzu ne leur doit aucune aide. Juzu reconnaît qu'elles sont méchantes, mais elles ont aussi le même âge que sa fille. Juzu est aussi à l'âge où il n'est pas assez mesquin pour ne pas aider quelqu'un juste parce qu'il a été méchant avec lui. Kotaku est terrifié en réalisant que Juzu s'apprête à faire quelque chose. Il rappelle désespérément à Juzu qu'il ne peut pas compromettre sa couverture. Juzu lui dit de ne pas s'inquiéter, et il utilise ses compétences incroyables. Il crée une petite distraction en faisant tomber quelque chose des mains d'un élève. Quand l'enfant est distrait, Juzu prend sa boîte de craie et la lance sur le dangereux individu.
Il se déplace ensuite à une vitesse incroyable pour tirer 3 coups. Il frappe la boîte et crée un immense écran de fumée. Kotatsu est émerveillé comme toujours, mais Juzo lui dit de se taire un instant. Il se fraye un chemin à travers la fumée et atterrit un coup de poing dévastateur sur le panda. Juzo est stupéfait, cependant, car ce coup de poing était censé faire tomber le gars. Juzo réalise que ce n'est pas parce que ce type est fort, c'est parce qu'il est devenu un enfant. Le psychopathe réalise qu'il est en danger, alors il sort un bâton de dynamite. Il prévoit d'emmener tout le monde avec lui, mais Juzo est imperturbable. Il utilise son livre pour éloigner la dynamite, et il prévient le gars de ne rien faire de stupide. Le gars finit par s'évanouir, et Juzo tire sur la bombe en l'air. Les filles sont sauvées, et elles réalisent que Juzo est celui qui les a sauvées. Juzo ne peut pas être découvert, alors il le nie. Il dit qu'un parfait inconnu passait par là et qu'il a frappé le dangereux individu. Juzo déclare qu'il n'est qu'un étudiant de collège ordinaire qui vient étudier comme un enfant normal. C'est une chose assez étrange à dire, alors Juzo s'en va. Le lendemain, les autres élèves de la classe de Juzo décident de créer un chat de groupe. Toute la classe se joint, mais ils peuvent dire que Juzo ne semble pas être le genre de personne qui aimerait ce genre de choses. Juzo pense qu'ils ont raison, et il espère qu'ils l'ignorent tout simplement. Juste à ce moment, les filles d'avant disent qu'elles devraient l'inviter. Elles ne sont pas vraiment sûres, mais quelque chose leur dit qu'elles devraient remercier Juzo pour l'autre jour. Juzo se moque de tout cela, et il dit qu'elles peuvent l'ajouter si elles veulent. Cette nuit-là, Juzo commence à regretter sa décision. Le chat de groupe va extrêmement vite, et il n'y a aucun moyen qu'il puisse suivre ce qu'ils disent. Les notifications n'arrêtent pas de venir, et il ne sait pas comment les arrêter. Juzo implore grâce, et il détermine que le collège est brutal. Plus tard, Juzo pense à quel point il se sent bien mieux qu'après avoir terminé un de ses anciens travaux. Les choses ne sont pas si mal, alors il va continuer encore un moment. Un peu plus tard, Harry l'appelle au sujet de la guêpe. Cette chose n'existe pas dans la nature, et elle a été créée artificiellement. L'entreprise qu'il a créée s'appelle Matsuka Pharmaceuticals, et elle a grandi rapidement au cours des 10 dernières années. Elle est devenue la deuxième plus grande entreprise de tout le pays. Pour rendre les choses encore plus compliquées, la fille du président de l'entreprise est dans la classe de Juzo. Elle s'appelle Norin, et Harry a une suggestion, si Juzo peut entrer en contact avec elle, il pourrait peut-être obtenir des informations utiles. Le lendemain, Kotatsu dit qu'il n'arrive pas à croire que Juzo ait attrapé le virus des études. La seule explication qui lui semble logique, c'est que Juzo apprend tant de choses pour pouvoir appliquer au travail ce qu'il fait sur le terrain. Juzo répond que ce n'est pas le cas, et qu'il étudie simplement parce que c'est amusant. Takara et Baba lui disent bonjour, mais son sourire est plutôt gêné. Comme elles sont maintenant amicales avec lui, elles lui disent qu'il devrait participer plus souvent à la conversation de groupe. Quand il entre en classe, il se souvient que sa mission exige qu'il se lie d'amitié avec Norin. Norin est très populaire, et elle montre son incroyable athlétisme lors d'une course. Tous les garçons l'adulent, mais elle est clairement agacée par eux. Un retour en arrière montre que Juzo s'était opposé à la suggestion d'Harry. Norin n'est que la fille du président de l'entreprise, donc elle ne sait probablement pas grand-chose de leur situation. Harry a été d'accord avec son analyse, mais Norin est leur seul contact pour l'instant. À la fin du cours, Kotatsu dit que Juzo est un solitaire car il ne parle jamais à personne. Juzo fait remarquer qu'il y a un écart de 20 ans entre lui et les autres, donc ce serait plus étrange s'il s'intégrait parfaitement. Juzo aime étudier, mais ce n'est pas la place pour un vieux comme lui. Il dit qu'il vaudrait mieux revenir à la normale et sortir d'ici le plus vite possible. Pour ce faire, il devra parler à Norin pour voir si elle sait quelque chose. Il lui demande si elle a une minute pour parler, mais elle le traite immédiatement de détraqué. Elle n'a aucune envie de lui parler, alors elle lui dit de disparaître. Juzo est pris au dépourvu et il s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Hors de la classe, Juzo s'effondre à cause de cette interaction. La pire chose qu'un vieux puisse entendre, c'est qu'il est un détraqué. Et la façon dont elle l'a dit a rendu les choses 10 fois pires. Juzo est complètement honteux et il s'évanouit. Les autres filles expliquent que Norin déteste vraiment les garçons. Elle est bonne à la fois dans les études et le sport, et ses parents sont très riches. Elle est grande et ressemble à un mannequin, donc les garçons l'invitent toujours à sortir. Norin n'en a absolument rien à faire, alors elle les rejette brutalement sans aucune considération. Même les filles ne traînent pas avec elle parce qu'elle est très difficile d'approche. Kotatsu se demande ce que Juzo va faire, alors Juzo répond qu'il est dans une impasse. Aucun garçon ne pourra jamais obtenir d'informations d'elle, donc il est prêt à abandonner. Juste à ce moment-là, le ventre de Juzo gargouille parce qu'il a faim. Il entre dans son restaurant de ramen local, et il est choqué de découvrir que Norin est celle qui l'accueille. Norin est également horrifié, alors tous deux s'ignorent poliment. Elle finit par lui donner de l'eau et lui demande ce qu'il commande. Juzo commande des ramen avec un œuf, et Norin transmet la commande au chef. Pendant qu'il attend, Juzo se demande ce qui se passe. Norin est la fille d'un des hommes les plus riches, donc ça n'a pas de sens qu'elle travaille dans un restaurant de ramen. Les collégiens n'ont même pas le droit de travailler,
Alors il commence à se demander si ce n'est qu'une fille qui lui ressemble. C'est un énorme mystère, mais Juzo décide de manger avant d'essayer de comprendre. Le ramen est absolument incroyable, bien meilleur qu'il n'y paraissait au premier abord. La qualité des nouilles et des garnitures est à un tout autre niveau par rapport à tout ce qu'il a jamais goûté. Même le bouillon l'envoie dans un autre univers, et il dit que la profondeur de la saveur est absolument incroyable. Juzo est complètement concentré sur sa nourriture, mais Nora l'interrompt. Elle dit que lorsque le restaurant ferme, elle aimerait qu'il la retrouve à l'arrière. Quand il se retrouve, elle se demande ce qu'il fait dans ce quartier. Juzo explique qu'il habite par ici, et Nora maudit sa malchance. Cet endroit est loin de la gare routière et il n'y a aucun lieu de rencontre, donc elle était sûre que ce serait le dernier endroit où quelqu'un de l'école apparaîtrait. Elle supplie alors Juzo de garder le secret pour tout le monde. Ce n'est pas un problème pour lui, alors ils commencent à marcher ensemble. Nora explique qu'elle rentre seule à pied tous les jours après l'école, alors Juzo se demande pourquoi personne ne la conduit. Sa famille est assez riche, donc ça ne poserait probablement pas de problème. Nora explique simplement qu'elle déteste ce genre de choses. Quant au restaurant de ramen, il appartient à son oncle. Elle n'est pas payée, c'est plutôt comme si elle aidait un parent. Nora admet alors que sa famille est extrêmement riche. Elle reconnaît aussi que les gens la trouvent jolie, donc elle ne peut pas nier qu'elle a été bénie. L'inconvénient, c'est que ses parents lui présentent toujours des garçons qu'ils pensent être de bons futurs maris. Les garçons ne savent jamais rien d'elle, et ils la regardent toujours de la même façon. Au fond d'elle-même, Nora ne pouvait que penser à quel point ces garçons étaient dégoûtants. Maintenant qu'elle est au collège, les garçons de sa classe la regardent de la même manière. Juzo est choqué car il réalise maintenant pourquoi elle déteste tant les garçons. Nora est alors étonnamment positive quand elle déclare que c'est pour ça qu'elle veut posséder son propre restaurant de ramen un jour. Juzo est vraiment perplexe car ces deux choses ne semblent pas vraiment liées. Nora explique qu'elle déteste vraiment l'état d'esprit traditionnaliste de sa famille. Il pense que les femmes devraient toujours se marier tôt pour devenir femmes au foyer le plus vite possible. Nora préfère vivre par ses propres forces et perpétuer la saveur des ramen de son oncle. Son oncle est devenu chef de ramen parce qu'il détestait l'idée de ne fréquenter que d'autres riches. Chaque fois que Nora se sentait déprimée, il lui faisait toujours des ramen sans dire un mot. Nora dit que Juzo lui rappelle son oncle, mais elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Juzo la surprend en disant qu'elle devrait faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce qu'elle est leur fille qu'elle doit vivre comme ses parents le souhaitent. Juzo convient alors que les ramen de son oncle sont délicieux. Nora devient très enthousiaste parce qu'elle adore parler de ramen. Elle était particulièrement heureuse aujourd'hui parce qu'ils l'ont laissé aider à la préparation. Finalement, leur promenade prend fin car Juzo est proche de chez lui. Nora devient très sérieuse et lui rappelle que leur conversation ne signifie pas qu'il peut commencer à se comporter de façon amicale avec elle à l'école. Ils se séparent, mais les choses prennent une tournure sombre quand quelqu'un kidnappe Nora. Juzo n'a pas assez de temps pour l'aider, et il se demande comment une telle chose a pu arriver. C'est plutôt logique car le père de Nora est à la tête d'une grande entreprise impliquée dans des affaires assez louches. Il y a 1000 raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait la cibler, alors il dit à Kotatsu de se renseigner. Kotatsu obtient la plaque d'immatriculation, mais il y a de fortes chances qu'elle soit fausse. Juste à ce moment-là, Kotatsu se demande ce que Juzo fait alors qu'il commence à courir. Juzo lui rappelle que son sac contient une balle émettrice, donc il va l'utiliser. Kotatsu n'arrive pas à croire qu'il va essayer de les poursuivre car c'est bien trop tard. Ils conduisent beaucoup trop vite, et ils sont maintenant très loin. Pour rendre les choses encore plus impossibles, la balle émettrice est conçue pour un pistolet. Même si Juzo peut les trouver, le tir serait impossible à réussir. Juzo dit qu'il sait déjà tout cela, et il rappelle à son ami qu'il fait cela depuis des années. Juzo charge son arme avec l'émetteur, mais Kotatsu dit que viser ne veut rien dire d'aussi loin. Juzo lui dit de se taire parce qu'il doit utiliser son instinct. Il vise bien plus haut que le véhicule, et il tire. Incroyablement, il atteint sa cible, et il peut maintenant voir leur position sur son application. Juzo pense alors à comment il n'a goûté à ces délicieux ramen qu'une seule fois. Il part sauver Nora, mais son véritable objectif est de sauver la personne à qui sera transmise la recette des ramen. À la planque, les voyous disent à Nora de ne pas s'inquiéter. Bien sûr, ce sont de parfaits détraqués, et Nora est dégoûté par eux. Leur chef doit donner une leçon à l'un d'eux et lui rappeler de faire correctement son travail. Il s'excuse auprès de Nora pour le comportement de ce type et dit qu'il mettra fin à ses jours plus tard. En échange, il n'a qu'une seule question. Il veut que Nora lui parle du médicament top secret que l'entreprise de son père développe. Il est sûr qu'elle sait, mais Nora le nie. Malheureusement pour elle, leur client lui a dit que Nora sait. Nora dit qu'elle ne sait pas parce qu'elle n'entend jamais parler du travail de son père. Ces types sont vraiment méchants, et ils sont déterminés à découvrir la vérité. Le chef révèle qu'il sait qu'elle travaille à la boutique de son oncle. Il dit qu'il y est allé la veille, et que la nourriture était détestable. Il n'appellerait même pas ça de la nourriture, et il dit qu'un endroit comme ça devrait être rayé de la carte. Il menace de le réduire en pièces, et Nora est horrifiée. Elle s'écrie et dit que son oncle n'a rien à voir avec ça.
Le type s'en moque et dit simplement que si elle lui dit le secret, alors il se calmera peut-être. Norin ne sait vraiment pas, et elle essaie de réfléchir à ce que pourrait être le secret. Les choses sont sur le point de très mal tourner, mais le type finit par prendre une balle dans la tête. C'est Juzo, et il est furieux que le type ait insulté ses délicieux ramen. Juzo ne peut pas laisser Norin voir qui il est, alors il lui met un sac sur la tête. Les voyous se demandent qui est ce gamin, mais Juzo explique qu'il est bien plus âgé qu'eux. Avant de les réduire en charpie, il leur donne 2 conseils en tant qu'aînés. Premièrement, il dit qu'ils ne devraient pas dire que la nourriture que quelqu'un a préparée pour eux est infecte. Les types l'interrompent avant qu'ils ne puissent finir, alors Juzo les élimine tous. Kotatsu est stupéfait de voir que Juzo a utilisé des munitions non létales. Juzo lui dit simplement qu'il ne met fin à aucune vie pendant qu'il n'est pas en service. Juste à ce moment-là, ils entendent qu'il y a encore beaucoup de criminels dans le bâtiment. Sortir d'ici avec Norin sera impossible, alors Kotatsu se demande ce que Juzo va faire. Juzo déclare qu'ils vont faire un tour, et il place Norin sur une plateforme. Il l'utilise pour surprendre un type et l'assomme. Il rencontre d'autres voyous à l'extérieur de la pièce, mais Juzo se cache derrière la plateforme et les élimine. Norin a la nausée alors qu'il la pousse, mais il n'y a pas de temps pour s'arrêter. Juzo utilise la plateforme pour bloquer d'autres tirs, et il continue à dégager un chemin. Ce bâtiment est assez grand, donc il lui faut du temps pour s'échapper. Quand ils sortent enfin, le type de tout à l'heure réapparaît dans un camion. Il a abandonné l'idée de faire son travail, et il veut maintenant les écraser. Juzo lui tire dessus, mais il découvre que le véhicule est blindé. Kotatsu est horrifié parce que la situation ne fait qu'empirer. Si Juzo était seul, il s'en sortirait peut-être, mais maintenant il doit protéger Norin. Heureusement, Juzo a un plan, il jette Norin hors du chariot. Il lance plutôt le chariot sur le camion, et il jette autre chose qu'il a ramassé en chemin. Son lancer est extrêmement précis, et il fait basculer le camion. Juzo donne enfin son deuxième conseil, et il admet qu'il est peut-être démodé. Il déclare que tout homme qui ne peut pas traiter une femme avec gentillesse est une ordure absolue. Sa mission de sauvetage est enfin terminée, alors il utilise un spray spécial pour endormir Norin. Juste à ce moment-là, Juzo réalise qu'il a oublié son guide d'études à l'intérieur du bâtiment. Le lendemain matin, Norin se demande si tout cela était un rêve. Elle a encore des blessures, ce qui signifie que tout est bien réel. Elle se souvient alors de la voix de la personne qui l'a sauvée, et elle se demande si c'est bien qui elle pense. Elle confronte Juzo et lui demande si c'est lui qui l'a sauvée. Juzo fait comme s'il ne savait pas de quoi elle parle, et il se demande si elle fait référence à la conversation qu'ils ont eue. Il change rapidement de sujet et dit qu'il a une demande. Il aimerait passer de temps en temps pour ses ramen, donc il aimerait qu'elle lui offre son prochain bol. Norin accepte, mais elle dit qu'il ne peut pas ajouter de garniture. Un peu plus tard, Juzo a du mal à rester attentif en cours de maths. Quand il rentre chez lui, il appelle Eri et lui dit qu'il y a quelque chose en classe qu'il ne comprend pas. Il a repris tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, mais cela n'a pas aidé. Juzo demande à Eri si elle est bonne en maths, et elle admet qu'elle est nulle. Il veut qu'elle lui enseigne, mais elle n'a pas de temps pour ça. Elle jongle déjà entre le travail et les tâches ménagères, et en plus, elle essaie de trouver un moyen de le remettre dans son état normal. Juzo ne peut pas contester cela, mais il a quand même besoin d'aide, alors Eri lui dit de simplement demander à son professeur. Juzo dit que le professeur est plus jeune que lui, donc c'est gênant de demander. Eri lui raccroche au nez, et Juzo se rend à la bibliothèque pour trouver la solution par lui-même. Il est vraiment stressé car s'il ne comprend pas cette leçon, il ne pourra pas suivre tout ce qui vient après. Juste à ce moment, un camarade de classe l'approche. Il s'appelle Ryo, et il reconnaît Juzo de la classe. Ryo jette un œil à ce qui pose problème à Juzo et identifie le vrai problème immédiatement. Il explique que Juzo n'a probablement jamais maîtrisé l'arithmétique et les formules à l'école primaire, alors maintenant tout se mélange et le perturbe. Juzo réfléchit et réalise que c'est tout à fait vrai car il passait tout son temps à faire l'idiot à l'époque au lieu de prêter attention. Ryo dit qu'il vient souvent à la bibliothèque pour étudier, alors il propose d'étudier avec Juzo. Juzo accepte, et tous deux se mettent au travail. Un peu plus tard, Juzo obtient un sans faute à son quiz de maths, et il est absolument ravi. Il annonce la bonne nouvelle à Ryo en lui attribuant tout le mérite, mais Ryo fait remarquer que c'est parce que Juzo a travaillé dur pour apprendre les bases. Juzo veut immédiatement offrir un verre à Ryo pour le remercier, et il commence à l'appeler professeur. Dans un restaurant, Ryo bouscule quelqu'un, et le type se fâche vraiment. Il traite Ryo de petit voyou en lui disant de faire plus attention, et Ryo s'excuse. Après s'être assis, Juzo souligne quelque chose qu'il a remarqué quand Ryo lui enseignait chaque jour. Il a vu que Ryo étudiait toujours autant, sinon plus, lui-même. On dirait que Ryo a une sorte d'objectif qu'il vise, ce qui est vraiment impressionnant. Ryo dit à Juzo qu'il a un secret, et il ne veut pas qu'il le révèle à la classe. Juzo accepte, alors Ryo révèle qu'il rêve de devenir médecin un jour. Il explique que sa mère est tombée malade et est décédée quand il était jeune, et que les jours où son père n'était pas là, sa grand-mère prenait soin de lui. Récemment,
la santé de sa grand-mère s'est beaucoup détériorée. C'est pourquoi il a décidé qu'il voulait aider les gens comme sa mère et sa grand-mère à vivre plus longtemps. Juzo est vraiment touché par cela, et il pense à comment il a toujours dit qu'il n'aimait pas les enfants. Il réalise maintenant que la raison est peut-être qu'il ne les a jamais vraiment traités comme des individus. À tout le moins, Ryo est bien plus admirable que Juzo ne pourra jamais le prétendre. Juste alors, ils sont interrompus par le type impoli qui a écouté toute leur conversation. Il traite le rêve de Ryo de devenir médecin de gaspillage d'argent et le traite essentiellement d'idiot d'essayer. Juzo se demande s'il devrait frapper ce type au visage, mais Ryo lui dit de ne pas le faire. Le type se tourne ensuite vers Juzo et dit que buter sur ses devoirs en première année de collège, c'est juste stupide. Il ajoute que faire des efforts quand on n'est pas fait pour ça, c'est juste montrer à quel point on est bête. Ryo semble d'abord abattu, mais c'est lui qui finit par tenir tête au type. Il dit qu'ils en ont assez entendu, et il dit au type que ce qu'il dit n'a rien à voir avec la raison pour laquelle il veut devenir médecin. Il dit aussi que même si le type a raison, il y a quelque chose de profondément malsain chez une personne qui traite les autres d'idiots simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Ryo précise qu'il ne veut pas qu'une personne comme celle-là se moque du travail acharné de son ami. Le type essaie de répondre, mais tous les autres clients du restaurant se mettent à le honte. Ils lui disent de s'occuper de ses affaires, et ils le critiquent pour s'en prendre à des enfants. Le type s'en va, complètement humilié, et Juzo dit qu'il a un tout nouveau niveau de respect pour Ryo. Ryo explique qu'il a simplement perdu son calme, mais Juzo trouve que c'était génial. Le type impoli essaie de se venger en les renversant avec son vélo, mais Juzo le voit venir à des kilomètres. Il utilise son rapporteur pour faire tomber le type de son vélo, et lui dit d'aller se calmer. Juzo s'assure qu'il a toujours son précieux ordinateur portable, et le type tombe dans la rivière. Cette nuit-là, Juzo fait un rêve sur la difficulté qu'il avait à parler à sa propre fille. Quand il se réveille, Kotatsu fait remarquer que son appartement est un vrai taudis. Juzo dit qu'il n'a pas appelé la femme de ménage depuis un moment, alors Kotatsu lui dit qu'il devrait nettoyer lui-même. Juzo refuse, et dit que les hommes ne font pas ce genre de choses. Kotatsu n'est pas amusé, et dit à Juzo qu'il a sérieusement besoin de mettre ses valeurs à jour. Un peu plus tard, on apprend que les clubs démarrent à l'école, et tout le monde essaie de décider lequel rejoindre. Juzo dit qu'il devrait probablement éviter les clubs sportifs car ils se feraient trop remarquer. Des gars perdent leur balle de baseball, et Juzo choque tout le monde quand il la leur renvoie très fort. Ryo dit qu'il pense rejoindre le kendo car il en a déjà fait un peu, et il veut l'équilibrer avec ses études. Il demande à Juzo quel club il va rejoindre, et Juzo dit qu'il va probablement éviter les clubs sportifs car ils se feraient trop remarquer. Il considère certains clubs culturels, et il remarque qu'il y a un club d'économie familiale. Juzo suppose qu'il n'y a probablement que des filles, et une voix dit que ce n'est pas une bonne chose à dire. Il s'avère que c'est la grande sœur de Ryo, et elle est aussi la présidente du club d'économie familiale dont Juzo parlait. Elle dit à Juzo que son frère lui a parlé de lui, et elle n'est pas impressionnée par sa façon de penser démodée. Elle dit que l'on soit un homme ou une femme, si on est vivant, on mange, donc cela signifie qu'on doit cuisiner. Aussi, si on fait des déchets, on doit les nettoyer. Elle le dit simplement, tout le monde devrait apprendre à s'essuyer les fesses. Juzo est choqué de l'entendre parler ainsi, mais il comprend immédiatement ce qu'elle veut dire. Elle dit à Juzo qu'ils ont une séance d'essai du club aujourd'hui, et qu'il devrait passer. Juzo hésite, mais elle lui dit que s'il ne se présente pas, elle ne laissera plus Ryo l'aider. Juzo n'en croit pas ses oreilles que quelqu'un menace l'assassin légendaire à propos d'une activité de club, mais il n'a pas le choix. À l'essai, il prépare des boulettes de riz et de la soupe miso, et Juzo est surpris de voir qu'il y a pas mal de garçons ici. La présidente du club lance alors un défi à Juzo. Si cette séance s'avère ennuyeuse, elle s'occupera de tous ses besoins quotidiens pour les 6 prochains mois, mais s'il s'amuse, il devra rejoindre le club. La séance d'essai commence, et Juzo se met au travail pour préparer la nourriture. Il travaille très dur, et il est même impressionné par la qualité du résultat. Quand c'est fini, la présidente du club lui demande ce qu'il en pense. Juzo essaie de faire le cool et dit que c'était juste correct. Il essaie ensuite d'appeler cela un match nul car ce n'était pas ennuyeux, mais cela ne l'a pas non plus assez ému pour vouloir rejoindre le club. La présidente dit que le concours n'est pas encore terminé car il doit encore profiter de ses restes. Alors que Juzo rentre chez lui, Kotatsu dit qu'il l'a entendu apprécier la nourriture. Juzo admet que c'était bon, mais ce n'était vraiment pas suffisant pour lui donner envie d'adhérer. Juzo envoie une partie de la nourriture à Eri, et elle l'appelle. Eri dit que Kozu et elle l'ont déjà mangé, et elle passe le téléphone à leur fille. Juzo est pris au dépourvu, et Kozu le remercie pour la nourriture. Un flashback révèle ce que la présidente lui a dit à propos des restes. Elle lui a dit de faire manger la nourriture qu'il a préparée à quelqu'un d'important pour lui. Cuisiner pour soi-même est une chose, mais cuisiner pour quelqu'un d'autre est 100 fois plus amusant. De retour au présent, Kozu dit à Juzo que la nourriture était vraiment délicieuse. Après l'appel, Juzo soupire en réalisant qu'il a peut-être perdu un pari. Dès le lendemain, Juzo s'inscrit au club d'économie familiale. Dans le couloir,
Il voit Norin, qui s'est également inscrite au même club. Ils sont tous les deux perplexes car aucun n'est du genre à rejoindre l'économie familiale. Juzo explique que sa situation est compliquée, mais il est plus intéressé par la raison pour laquelle elle rejoint. Norin explique qu'elle a pensé que cela pourrait l'aider à faire plus au restaurant de ramen. Elle précise aussi très clairement qu'il ne doit le dire à personne. Il ne doit pas non plus devenir trop ami avec elle simplement parce qu'ils sont dans le même club. Juste à ce moment, Juzo reçoit un appel de Kotatsu, et il sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Kotatsu lui dit qu'il a de mauvaises nouvelles concernant la façon de retrouver sa forme originale. Il dit que la conclusion est que Juzo doit épouser Norin. Juzo n'en croit pas ses oreilles, et demande à Kotatsu de s'expliquer. Kotatsu révèle que Mitsuoka Pharmaceuticals vient de publier une annonce majeure disant que celui ou celle qui épousera Norin héritera de toute l'entreprise. Juzo ne comprend pas pourquoi cette annonce a été faite car elle ne ferait que provoquer des réactions négatives. Kotatsu pense savoir pourquoi, et il rappelle à Juzo ce que le ravisseur a dit. Le ravisseur croyait que Norin avait une sorte de secret lié au médicament top secret de son père. Cela semble être considéré comme une information très crédible en coulisses. Pour faire simple, la force brute ne fonctionnera pas contre Mitsuoka Pharmaceuticals. La seule façon de découvrir le secret de la guêpe est d'hériter de l'entreprise. Cela signifie que la nouvelle mission de Juzo est de devenir le fiancé de Norin. Juzo rejette immédiatement l'idée et rappelle à Kotatsu qu'il est un homme divorcé qui approche de la quarantaine. Rien de tout cela ne lui semble juste, et il n'est pas sur le point de devenir le fiancé d'une collégienne. Plus tard, Juzo va manger des ramen au restaurant de ramen de Norin. Il dit que chaque fois qu'il mange ici, il peut oublier tous ses problèmes. Il se dit qu'il n'y a aucune chance qu'un vieux type comme lui puisse réussir à devenir le fiancé de Norin. Il est peut-être de retour à la case départ pour retrouver son corps, mais quoi qu'il arrive, advienne que pourra. Il paie Norin pour les ramen, et il voit que quelque chose la tracasse. Il a entendu que les choses ont été difficiles pour elle récemment car les gens l'ont draguée depuis l'annonce. Son service au travail est terminé, alors son oncle dit qu'elle peut rentrer chez elle. Alors qu'ils marchent ensemble, Norin se confie à Juzo sur sa frustration envers son père. Elle dit qu'il ne rentre presque plus à la maison, et qu'elle ne veut plus jamais voir son visage. Elle est très contrariée par l'annonce, mais Juzo n'écoute même pas. Il dit que ça a l'air plutôt mauvais, et elle n'en croit pas qu'il n'écoute pas vraiment. Elle devient très frustrée mais admet que c'est plutôt agréable. C'est le genre d'échange sans but qu'elle veut avoir avec des amis. Elle se demande si elle rencontrera quelqu'un au club, et elle réalise qu'elle est en quelque sorte amie avec Juzo. Le lendemain, Juzo va au club prêt à apprendre à s'essuyer les fesses. Juste à ce moment, la présidente révèle qu'ils ont un petit problème. Le club a été inondé de candidatures, et la plupart sont ici à cause de Norin. Un groupe de gars essaie de rejoindre le club juste pour s'approcher d'elle. Les gars sont très agaçants, et Norin est submergée. Elle croise le regard de Juzo et se décide. Elle dit à tout le monde de se taire car elle veut clarifier une chose. Elle dit qu'elle a déjà un petit ami, et elle attrape Juzo. Elle annonce qu'il est son petit ami, et tout le monde est stupéfait. Norin et Juzo fuient leurs camarades de classe, qui veulent en savoir plus sur ce qu'elle a dit à propos d'avoir un petit ami. Ils finissent par les semer, et une fois seule, Norin s'excuse immédiatement. L'activité du club qu'elle attendait avec impatience a été complètement gâchée, et avant même qu'elle ne s'en rende compte, tout son stress accumulé a explosé. Juzo déteste la situation, mais Kotatsu fait remarquer que, techniquement, cela signifie que sa mission est accomplie. Juzo n'est pas un pervers, cependant, et il dit qu'il n'envisagerait même pas d'épouser une fille du même âge que sa fille. Norin fait alors une requête, et elle admet qu'elle sait que c'est égoïste. Elle demande à Juzo de jouer le rôle de son petit ami, et il n'en croit pas ses oreilles. Norin explique que si les gens pensent qu'elle a un petit ami, cela devrait aider à éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Elle continue de supplier Juzo, alors il finit par accepter. Il précise très clairement, cependant, que c'est strictement pour de faux. Quelques jours plus tard, on voit que Juzo subit déjà les conséquences de leur arrangement. Un groupe de garçons le frappe, et il lui donne deux choix, soit il fait leurs courses tous les jours, soit il laisse tomber Norin. Juzo essaie de s'échapper, et il réfléchit à la situation. Il pourrait battre ces types facilement, mais il ne veut pas être suspendu. Il leur échappe en sautant d'une corniche, et les brutes sont choqués parce qu'ils sont au 3e étage. Il atterrit parfaitement sur un tapis, et il s'excuse d'interrompre un cours de gym. Quand Juzo retourne en classe, il ne peut s'empêcher de remarquer que tout le monde est en train de raconter des ragots. Tout le monde sait qu'il sort avec Norin maintenant, et les garçons s'en prennent à lui à cause de cela. Juzo n'a accepté de le faire que parce que ce devait être pour de faux, et il se demande si cela va durer tout le temps. Takata et Baba lui disent qu'ils ont tout vu, et ils sont impressionnés qu'il s'en soit sorti. Juzo est agacé qu'ils aient simplement regardé au lieu d'aider, mais il pensait qu'il gérerait la situation, et c'est ce qu'il a fait. Baba l'avertit, cependant, que les choses pourraient devenir bien pires. Leur école est une méga école assez célèbre, et il y a des gars haut de gamme partout. Parmi les rangs supérieurs, il y a un groupe particulièrement effrayant appelé les unicornes.
Ils ont le look, la personnalité, et chacun d'eux possède un talent de premier ordre. Ils sont les meilleurs parmi les meilleurs, et ils ont une quantité folle de charisme en plus de leurs compétences. La rumeur dit qu'ils sont tous après Norin. Il y a des chances qu'ils s'en prennent à Juzo tôt ou tard, alors Baba lui souhaite bonne chance. Ce soir-là, Kotatsu suggère qu'il serait peut-être bon d'abandonner complètement cette histoire de faux petit ami. Il fait remarquer que Juzo n'a aucune intention d'épouser Norin, donc il n'y a aucune raison de continuer. Kotatsu dit ensuite qu'il a une autre nouvelle ennuyeuse. La pègre est après le secret des recherches de Mitsuoka Pharmaceuticals sur les guêpes et leurs médicaments anti-âge également. Les criminels ont réalisé que les menaces et la force brute ne fonctionneraient pas. On parle maintenant que d'autres organisations pourraient envoyer des agents d'élite de niveau collège pour infiltrer. Leur objectif serait aussi de devenir le futur mari de Norin. Cela signifie que Norin va être ciblé par des gars de haut niveau des deux côtés de la société. Cela inclut les unicornes et Dieu sait combien d'agents assassins. Il y aura une concurrence mortelle autour d'elle, alors Kotatsu se demande si Juzo se lance aussi dans la course. Les choses ne font qu'empirer, et Juzo est très frustré. Le lendemain, Norin s'approche de Juzo et lui dit qu'elle a réfléchi à leur situation. Elle dit qu'il n'a plus besoin de jouer le rôle de son petit ami parce que cela semble lui causer énormément de problèmes. Elle s'excuse et dit que c'est quelque chose qu'elle devrait gérer elle-même. Sa première solution est d'arrêter de venir au club d'économie familiale. Elle lui dit qu'il devrait quand même passer pour les ramen, et qu'elle pourrait se confier à lui de temps en temps. Avant que Juzo ne puisse répondre, un garçon apparaît et l'interrompt. Il dit à Juzo d'arrêter de fuir et dit que personne n'accepte qu'un loser comme lui soit le petit ami de Norin. Norin dit que Juzo n'est plus son petit ami, et il dit au garçon d'arrêter de l'embêter. Le garçon lui demande immédiatement de sortir avec lui à la place, mais Norin n'est pas intéressé. Il essaie de dire qu'il est fort et qu'il peut la protéger, mais Norin continue de le rejeter. Ce garçon est très insistant, cependant, et il ne laisse pas Norin dire non, alors Juzo en a assez vu. Il déclare qu'ils sont toujours ensemble, et il dit au garçon de ne pas toucher à sa fille. Tout le monde est choqué, et Juzo ordonne au garçon de disparaître. Kotatsu se demande ce qu'il fait, et Juzo admet qu'il continue simplement le jeu. Quand Kotatsu lui demande pourquoi, Juzo dit qu'il n'y a pas de raison précise. S'il devait en choisir une, ce serait le fait que ces types sont bien trop insistants, et les vieux comme lui n'aiment pas ça. Peu importe qui c'est, si ce sont des ennuis, alors il s'en débarrassera. Le garçon est furieux, et il révèle qu'il s'entraîne avec des hommes adultes à la salle de sport. Il avertit Juzo qu'il devrait réfléchir attentivement avant de parler. Le garçon essaie de donner un coup de poing, mais Juzo l'arrête facilement. Il terrifie le garçon et lui dit qu'il devrait peut-être passer un peu plus de temps à s'entraîner. Norin remercie Juzo après, et Juzo lui dit qu'il continuera à jouer le petit ami un peu plus longtemps. Sa vraie raison est qu'il ne veut pas manger de bons ramen et ensuite l'écouter se plaindre de ce qui s'est passé. Norin le remercie, mais elle fait remarquer que la phrase qu'il a utilisée à propos de ne pas toucher à sa fille était vraiment nulle. Ça ne sonnait pas juste parce qu'aucun collégien ne parle comme ça. Au loin, on voit que quelqu'un a observé toute la scène. Il a regardé Juzo attentivement, et il n'a pas pu s'empêcher de remarquer ses compétences exceptionnelles. Il dit qu'avec ses mouvements, Juzo pourrait être dans le même métier que lui. Il détermine que Juzo pourrait être plus coriace que prévu en tant que rival amoureux dans cette mission. Un regard dans le passé montre à quel point ce gars est fort. Il a rencontré quelqu'un et l'a facilement détruit. Il a été approché par son employeur, qui a dit que ses compétences étaient très bonnes pour quelqu'un de son âge. L'homme appartenait à une organisation, et il était heureux de voir quelqu'un avec un talent rare. Sa prochaine mission était d'infiltrer le collège de Norin et de devenir son fiancé. Le gars l'a appelé « bébé au visage de bébé » et lui a souhaité bonne chance. De retour à l'école, Norin se demande si Juzo est secrètement très fort. Juzo nie nerveusement et dit qu'il n'a jamais eu de combat de toute sa vie. Norin fait remarquer que le gars qui l'a effrayé l'autre jour avait l'air plutôt costaud, et Juzo dit que c'était juste un coup de chance. Norin est toujours très méfiante envers lui, et Juzo fait de son mieux pour paraître normal. Kotatsu rit et dit que son patron est interrogé par une collégienne. Norin passe à autre chose parce qu'ils ne sont pas vraiment ensemble, et il peut garder autant de secrets qu'il veut. Elle change ensuite de sujet et dit à Juzo que son père lui a envoyé quelque chose au hasard. C'est un stylo-plume, et ce qui n'a pas de sens, c'est qu'il lui a dit de le donner à son petit ami, et il connaissait même le nom de Juzo. Juzo se demande pourquoi il ferait ça, mais Norin n'en a aucune idée. Dans le couloir, un élève transféré arrive, et toutes les filles racontent à quel point il est cool. Il est très grand, et toutes les filles deviennent immédiatement folles de lui. Il est présenté à la classe, et Kotatsu se méfie immédiatement de lui. Juzo est du même avis car c'est trop de coïncidence qu'un élève transféré apparaisse à un moment pareil. Juzo peut sentir qu'il y a quelque chose dans sa présence, et il détermine qu'un autre professionnel vient d'arriver. Juzo prend cela très au sérieux parce que ce gars est là pour devenir le fiancé de Norin. Le professeur le présente sous le nom de Shine Kozami. Les filles de la classe sont très excitées parce qu'enfin quelqu'un de cool est arrivé. Sa présentation ne se passe pas bien, cependant,
quand le professeur lui dit de dire quelque chose sur lui-même. Shine se fiche devant tout le monde, et il n'arrive pas à sortir un mot. Il finit par dire un tas de mots hachés, et personne ne le comprend. C'est un désastre complet, et les élèves applaudissent gênés. Juzo n'arrive pas à croire que ce gars soit un pro car il vient de craquer devant tout le monde. Le professeur lui fait juste prendre sa place, et Norin dit qu'elle est ravie de le rencontrer. Shine s'effondre sur lui-même, et il pense à quel point Norin est mignonne. Il n'a vu que des photos d'elle, mais elle ne lui rendait pas justice. Il pense qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse flirter avec une fille aussi mignonne, mais c'est un travail, donc il doit tenir le coup. Il donne à Norin une lettre lui demandant de le rejoindre dans la cour après l'école. Norin est choquée, et elle se demande si elle vient vraiment de recevoir la lettre d'amour la plus bâclée de tous les temps. Malgré son anxiété sociale paralysante, les filles l'aiment toujours. Plus tard, Norin montre la lettre à Juzo. Elle veut qu'il vienne avec elle puisque c'est essentiellement le but de l'arrangement du faux petit ami. Il s'avère que Shine est juste là. Il explique qu'il savait qu'elle avait un petit ami, mais que sa présence ici complique les choses. Norin est choqué parce qu'il sonne complètement différent de ce qu'il était en classe. Norin se demande ce qui a changé, et elle est choquée de voir que Shine a une tétine dans la bouche. Shine explique qu'il a une peur panique du trac, mais qu'il se calme chaque fois qu'il agit comme un bébé. Juzo pense que la pègre est pleine d'originaux, mais que ce gars est vraiment quelque chose. Shine veut discuter de ce qu'il a écrit dans la lettre, mais Norin lui rappelle qu'elle a un petit ami. Shine dit qu'il ne peut pas se retenir parce que ça a été le coup de foudre. Il veut qu'elle lui donne une chance, et il plonge son regard dans les yeux de Norin. Elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'il n'est pas si mauvais. La façon dont il la regarde lui fait manquer un battement de cœur, et il y a quelque chose d'hypnotique chez lui. Bien sûr, c'est bizarre qu'il ait une tétine, et Norin pense à comment elle devrait le rejeter. Elle décide de lui donner un coup de poing dans la figure. Norin révèle qu'elle peut voir qu'il ne l'aime même pas vraiment. Ce qui la met le plus en colère, c'est qu'elle a l'impression qu'il est forcé de faire ça. Elle dit que si quelqu'un lui dit ce qu'il ressent vraiment, elle lui donnera une vraie réponse. Cependant, si quelqu'un vient à elle avec une déclaration d'amour qui est une blague, elle prend soin de le frapper. Shine est soufflé par sa franchise et sa force, et il déclare qu'il n'est pas vraiment amoureux. Shine imagine qu'elle soit sa petite amie, et il pense que cela le rendrait très heureux. Il s'excuse rapidement et admet qu'elle avait complètement raison sur tout. Il lui répète qu'il l'aime vraiment cette fois. Il tourne ensuite son attention vers Juzo et lance un coup de pied de nulle part. Juzo l'esquive, et il est choqué de voir que Shine s'est retrouvé derrière lui. Shine pense à comment il sait que Juzo est dans le même métier. Son plan initial était de faire une impression et de prendre son temps. Cependant, après avoir rencontré Juzo, tout a changé. Au lieu de cela, il défie Juzo en duel avec sa position de fiancé de Norin en jeu. Il révèle que le stylo plume envoyé par le père de Norin est en fait la preuve de qui est le fiancé officiel. De plus, une fois qu'un duel est lancé, il doit être accepté. Shine dit que ces directives ont été officiellement annoncées, alors Norin vérifie son téléphone. Kotatsu confirme que si Juzo perd, le rôle change automatiquement de main. Juzo dit que cela devient de plus en plus ennuyeux parce que ce gars pensait qu'il pouvait juste voler Norin. Juzo déclare qu'il se moque des duels ou de quoi que ce soit d'autre. Il refuse simplement de livrer Norin, donc il accepte le défi. Norin lit l'annonce qui dit « Celui qui tient le stylo plume à la fin sera son fiancé ». En classe, les autres filles n'arrivent pas à y croire, et elles rient de la terrible situation dans laquelle se trouve Juzo. Norin est horrifiée, et elle se sent sur le point d'être malade. Elle déteste que les gens fassent un spectacle en se battant pour elle. Elle révèle que Juzo ne faisait cela que parce qu'elle lui avait demandé de jouer le rôle de son faux petit ami. Elle n'avait jamais prévu de sortir avec qui que ce soit en premier lieu, et maintenant toute cette histoire est un gâchis. Juzo dit qu'il n'est plus possible de reculer, mais qu'il ne perdra pas, quel que soit le type de match. Après l'école, une énorme foule se rassemble pour regarder le duel. Les spectateurs n'arrivent pas à croire que cela se passe vraiment, et Shine explique les règles. Le match durera 1 heure, et l'objectif de Shine est de faire en sorte que Juzo mette une tétine dans sa bouche. Si Juzo peut survivre à l'heure entière sans qu'on lui en enfonce une, alors il gagne. Les filles rient de ce duel fou, et Shine se demande quelle vie il mène. Shine prend alors un moment pour avouer son amour à Norin. Il dit qu'il veut utiliser ses genoux comme oreiller après avoir gagné, mais Norin est juste agacé. Shine explique qu'ils utiliseront un sablier, et qu'une heure exacte se sera écoulée lorsque le dernier grain tombera. Le duel commence, et Shine déchaîne une pluie de coups de poing. Même en se préparant, Juzo peut voir que les compétences de Shine sont réelles. Juzo ne peut pas révéler ses véritables capacités, donc il doit esquisser toutes les attaques de Shine de la manière la plus pathétique possible. Bien sûr, Shine est incroyablement dangereux, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Juzo rentre dans l'école, sachant qu'il doit simplement tenir le coup pendant une autre heure. Les étudiants remarquent que Juzo esquive réellement les attaques de Shine, et ils se demandent si c'est juste de la chance. Cela fait longtemps que Juzo n'a affronté quelqu'un d'aussi bon, et cela inclut avant qu'il ne devienne cette version plus jeune de lui-même. Alors que le combat continue,
Shine dit à Juzo qu'après que Norin l'a rejeté, il a pensé à ce qui les distinguait. Il a déterminé que c'était parce que l'un d'eux est un bébé et l'autre non. Cependant, il a réalisé que s'ils étaient tous les deux des bébés, alors il serait le supérieur. Juzo n'a aucune idée de quoi il parle, et il doit esquisser plusieurs tentatives de Shine pour lui mettre une tétine dans la bouche. Shine lui dit d'essayer la tétine parce qu'il pourrait aimer ça. Les tentatives de Shine deviennent plus vicieuses alors qu'il déclare qu'il est amoureux de Norin. Il demande ensuite à Juzo si ses sentiments pour Norin sont plus forts que les siens. Juzo y pense honnêtement et admet en lui-même qu'il n'a aucun sentiment romantique pour Norin. C'est un homme adulte, et il n'a accepté cela que parce qu'il est devenu têtu. Alors qu'il pense à cela, il commence à accepter que perdre ce duel ne serait peut-être pas la pire issue. Juste au moment où il l'accepte presque, une image de sa fille lui vient à l'esprit. Il se ressaisit et se rappelle que c'est plus que de l'entêtement. Avec environ une minute restante, les deux se retrouvent à l'extérieur. Shine lance la tétine dans l'autre direction, et tout le monde se demande si le duel est terminé. Shine confirme qu'il l'est, mais ce n'est pas ce qu'il pense. Il a en fait tendu un piège, et il explique qu'il n'a jamais dit qu'il n'y aurait qu'une seule tétine. Plusieurs tétines couvrent ce gars, et elles volent toutes vers Juzo. Juzo les esquive, mais il est immédiatement pris. Il réalise que Shine lui a laissé une voie de fuite exprès pour qu'il tombe dans un autre piège. Ce piège suivant assure que Juzo marchera sur un râteau. De manière classique, le râteau vole droit vers son visage, et il a une tétine au bout. La foule crie parce qu'il n'y a aucun moyen pour Juzo de le bloquer. Tout le monde est sûr que la tétine va aller dans sa bouche, mais ils sont choqués quand le râteau s'arrête. Tout le monde est sans voix, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Il s'avère que Shine l'a bloqué avec une ficelle entre deux arbres. Shine est émerveillé parce que Juzo a utilisé des couteaux à sculpter le bois qu'il a trouvé dans la salle de classe. Il les a lancés dès que Shine a déclenché son premier piège, et son timing était parfait. Le temps est écoulé, et la foule n'arrive pas à croire que Juzo a réellement gagné. Shine réalise que son amour a en fait perdu, et il s'excuse. Juzo admet qu'il ne sait pas si ses sentiments sont plus forts que ceux de Shine. Il ressent quelque chose pour Norin, ce n'est juste pas la même chose que ce que Shine ressent. Juzo admet qu'il vient seulement de réaliser qu'il projetait Kozu sur Norin. Il y a tellement de choses qu'il n'a pas pu faire pour Kozu, et il ne veut pas que Norin finisse malheureuse. Plus tard, Norin dit qu'elle ne sait pas comment gérer deux garçons qui se battent en duel pour elle. Le club d'économie familiale accueille ensuite son nouveau membre, et il s'avère que c'est Shine. Il déclare qu'il n'abandonne pas Norin, et Norin lui dit qu'il devrait vraiment le faire. Un peu plus tard, on voit qu'un groupe s'est rassemblé pour regarder un lanceur. Le gars lance sa première balle et elle va si vite qu'elle renverse le receveur. Tout le monde est émerveillé et le lanceur remercie le receveur de l'aider à s'entraîner. Des gens dans le public se demandent si ce gars est vraiment un collégien. Il lance la balle extrêmement fort et même un joueur universitaire ne peut pas attraper son lancer parfaitement. Tout le monde est incrédule et dit qu'il ne semble même pas humain. Le voir en personne leur fait comprendre pourquoi on l'appelle la licorne. Plus tard, un professeur annonce que les examens de mi-session auront lieu la semaine prochaine, ce qui signifie que toutes les activités des clubs sont suspendues jusque-là. C'est le premier examen des élèves depuis leur entrée au collège, ils sont donc très nerveux. Ryo a demandé à Juzo ce qu'il pensait de l'examen, mais il est choqué par ce qu'il voit. Juzo a l'air si intense que ses camarades pensent qu'il est en colère. Juzo dit que ce n'est pas seulement de la colère, c'est sa façon d'aborder les examens. Il dit qu'il veut tuer l'examen et tous ressentent sa soif de sang. Les autres n'arrivent pas à croire qu'ils le prennent si au sérieux et disent qu'il ressemble à un assassin. Kotatsu avertit Juzo par l'oreillette de ne pas faire échouer sa couverture pour une chose aussi stupide. Juzo se ressaisit rapidement et dit à Ryo que c'est sa première fois avec les examens de mi-session. Il ne sait pas quoi faire, alors il demande conseil à son professeur, Ryo. Ryo lui dit que puisqu'il étudie déjà à l'avance et révise au fur et à mesure, il devrait continuer à faire ce qu'il fait normalement. Juzo remercie son professeur pour ses paroles de sagesse et les autres se demandent d'où vient cette énergie. Le lendemain matin, Norin arrive à l'école rayonnante. Elle explique que pendant la semaine des examens, tout le monde est trop concentré sur ses études pour se promener et lui déclarer son amour. Elle a si bien dormi, sans aucun stress, qu'elle souhaite que la semaine des examens dure éternellement. Juste à ce moment-là, il croise Juzo et il a l'air absolument terrible. Son visage est complètement ravagé et desséché, et il a d'énormes poches sous les yeux. Même sa voix semble terrible et les filles se demandent s'il dort ne serait-ce qu'un peu. Ils ne peuvent s'empêcher de remarquer un contraste frappant entre Juzo et Norin. Ryo lui dit que ses yeux ont vraiment mauvaise mine et qu'il devrait dormir un peu. Juzo dit que logiquement, il le sait déjà, mais qu'il ne peut pas s'empêcher d'étudier. Il compare cela au fait que les boxeurs savent qu'ils doivent se reposer avant un combat, mais qu'ils finissent quand même par trop s'entraîner. Ryo s'inquiète pour lui et dit qu'il en fait trop. Shin propose à Juzo sa tétine et dit que cela l'aide à se détendre, mais Juzo refuse immédiatement. Plus tard, même Kotatsu lui dit qu'il en fait trop, mais Juzo lui dit de la fermer et de s'occuper de ses affaires. Kotatsu dit qu'il a des projets plus tard, alors Juzo devra trouver son dîner ailleurs.
Il lui dit d'aller dans un endroit appelé chez Mama et dit que cela lui changera les idées. Norin est également renvoyé tôt du restaurant de ramen car les affaires sont lentes en semaine. Dehors, Norin aperçoit Juzo. Elle se cache rapidement et se demande où il va. Norin le suit et est choqué de le voir s'enfoncer de plus en plus profondément dans un quartier très louche. Il se retrouve devant un bar appelé Bar Jabami et une femme pleine d'entrain nommée Geko l'accueille. Norin est effrayé et se demande quel genre d'endroit c'est. Mama est au bar et dit qu'elle a beau voir Juzo, elle le trouve trop adorable. Mama explique qu'elle a dit à tout le monde que Juzo était son neveu, ainsi personne ne soupçonnerait qu'elle avait un enfant secret. Mama repense à la première fois qu'elle a vu Juzo sous cette forme. Elle l'a accueilli dans le bar et Kotatsu lui a dit que c'était Juzo. Juzo sait qu'il peut lui faire confiance parce que quand les choses tournent mal, elle est toujours là. Juste à ce moment, Harry arrive au bar et Juzo est surpris de la voir. Il s'avère qu'elle est une habituée ici et Juzo réalise que Kotatsu a fait exprès. Harry remarque ses poches sous les yeux, mais Juzo se demande si c'est bien pour elle de boire. Il s'inquiète pour leur fille, mais Harry dit que ce n'est pas un problème. Elle lui rappelle que leur fille a la tête sur les épaules. Elle réalise que ses poches sous les yeux sont probablement dues aux nuits blanches passées à étudier. Elle donne alors un conseil à Juzo. Elle lui dit qu'à l'époque où il était encore sur le terrain, la mission primait tout et qu'on ne lui permettait jamais d'échouer. Cependant, elle souligne qu'étudier n'est pas comme ça. Maintenant qu'il est collégien, ce n'est pas grave de faire des erreurs parfois. Il devrait profiter de l'occasion et faire toutes les erreurs qu'il n'a jamais pu faire avant. Elle souligne également que depuis qu'il a commencé le collège, il a l'air bien plus vivant. Dehors, Mama dit à Juzo d'arrêter de rêvasser et de raccompagner Harry à la gare. Norin a attendu dehors tout ce temps et elle est horrifiée. Juzo est entré dans un bar et en est ressorti avec une femme plus âgée. Elle ne sait pas quoi penser de cela et se demande qui est vraiment Juzo. Les examens de mi-session arrivent peu après et Juzo n'y croit pas. Il fait quelques erreurs d'inattention et termine à peu près dans la moyenne. Il accepte les résultats tout en se disant qu'il en tirera des leçons et fera mieux aux examens finaux. Un coup d'œil dans la classe révèle que certains élèves ont fait bien pire que les autres. Pendant ce temps, Norin repense à tout ce qu'elle a observé à propos de Juzo. Elle devient de plus en plus convaincue que Juzo n'est pas une personne normale. Pour elle, Juzo ressemble plus à l'oncle ou au père de quelqu'un, d'une tranche d'âge complètement différente. Elle devient très suspicieuse et se demande s'il est vraiment un collégien. Pendant le club d'économie domestique, la présidente du club apprend à tout le monde à coudre un bouton. D'abord, on passe le fil en laissant du mou. Ensuite, on enroule le fil, et enfin, on fait une boucle avant de faire un nœud. Elle fait ça très simplement et dit qu'une fois qu'on s'y est habitué, ça ne prend même pas 10 minutes. Elle dit que faire cela soi-même vous rendra plus attaché à vos vêtements. Juzo compare cela au moment où les gens travaillent sur des voitures ou des motos. Plus on travaille dessus soi-même, plus on s'y attache. La présidente du club dit ensuite à tout le monde d'essayer par eux-mêmes. Shin est immédiatement surpris quand il réalise à quoi servent vraiment les aiguilles. Il a toujours pensé qu'elles étaient destinées à être enduites de poison pour poignarder les gens. Juzo échoue lamentablement lors de sa première tentative de couture d'un bouton et Norin se moque de lui. Malheureusement pour elle, son premier essai est tout aussi mauvais. Cela lui a rappelé à quel point elle est nulle en couture. Ils vont demander de l'aide aux membres plus âgés du club et commencent à s'entraîner. Après le club, Juzo et Norin croisent un sampé nommé Keto qui arrose des tournesols qu'il a plantés. Ensuite, Juzo se demande si quelque chose s'est passé. Norin demande pourquoi et il dit qu'elle semble de bonne humeur. Norin explique que rien ne s'est passé, elle aime simplement son club d'économie domestique. Elle dit que chaque membre a son propre petit monde qu'il aime véritablement. Keto a ses plantes. Shir est vraiment passionné de cuisine. Yamoko aime faire des pâtisseries. Et les autres filles sont douées en travaux manuels. Ils font tous différentes choses ensemble en club et personne ne traîne juste pour bavarder. Tout le monde est très facile à parler et elle est contente d'avoir rejoint. Plus tard, on leur dit que la prochaine activité du club est de faire des boulettes de riz pour l'équipe de baseball. Ils en ont besoin de beaucoup, alors la présidente dit à tout le monde de faire de son mieux. Un autre élève explique que l'équipe de leur école n'est pas la seule à utiliser leur terrain d'entraînement. Il y a une équipe de ligue senior qui le loue aussi. La livraison d'aujourd'hui est en fait pour eux, et il y a une licorne dans l'équipe. Les licornes sont le groupe d'élèves d'élite et la fille a peur que la licorne ne s'en prenne à Norin. La présidente lui rappelle que ce n'est qu'une rumeur et qu'il est possible qu'il ne se passe rien. Cependant, elle dit à Juzo et Norin que s'ils ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas besoin d'être présents pour la livraison. Juzo comprend ce que ressent Norin, alors il dit que cela dépend d'elle. Elle décide d'y aller quand même, et quand ils arrivent sur le terrain, l'équipe est très reconnaissante pour la nourriture. Toute l'équipe se prépare à manger et ils appellent la licorne. Son nom est Ando et les autres soulignent à quel point il est grand. Il est vraiment grand et tout le monde se demande s'il est vraiment un collégien. Juzo devient méfiant car il peut voir qu'il y a quelque chose chez lui rien qu'en le regardant. Tando les remercie pour les boulettes de riz et commence à les engloutir. Il dit qu'elles sont vraiment bonnes et qu'elles lui donnent un coup de boost énergétique. Il remarque que Juzo et Norin sont là et révèle qu'il espérait leur parler. Il fait remarquer qu'ils ont attiré beaucoup d'attention dernièrement et Norin pense à sa taille imposante. Pendant ce temps,
Juzo est prêt à entendre si les rumeurs sont vraies sur Tando qui veut séduire Norin. Il ne s'attend pas à ce qu'il le dise immédiatement, alors il est surpris quand Tando le fait. Tando défie Juzo en duel car il deviendra le petit ami de Norin s'il gagne. Norin est horrifiée et elle arrête cela immédiatement. Elle lui dit qu'ils ne se connaissent même pas et que cela n'arrivera pas. Même ses coéquipiers disent que ça n'en vaut pas la peine, mais Tando leur dit qu'il gère la situation. Il précise qu'il ne veut pas vraiment sortir avec Norin. Sa véritable raison est qu'il veut écraser Juzo parce qu'il le gêne. Il fait ensuite un discours sur la façon dont il croit que le sport est la chose la plus inspirante au monde. Les gens sont toujours inspirés par les joueurs et c'est pourquoi tout le monde doit le regarder. Son objectif est de devenir le premier véritable sportif triple menace de l'histoire de l'humanité. Il précise qu'il ne veut pas seulement être un joueur de baseball triple menace, il veut être un sportif triple menace. Kotatsu le recherche immédiatement et explique ce qui se passe. Tando est là du baseball en ligue senior, l'attaquant de pointe au football, et une superstar au basketball au collège. Il domine les 3 sports et accumule les titres nationaux. Kotatsu est stupéfait car c'est vraiment une licorne, l'homme au don physique ultime. Tando veut éventuellement devenir le meilleur joueur de la MLB, de la NBA et de la Premier League à la fois. Tout le monde est choqué d'entendre cela et se demande si c'est même possible. Juzo détermine que Tando est essentiellement un fou de sport qui aime les projecteurs et qui ne supporte pas que quelqu'un d'autre attire plus l'attention que lui. Cependant, Tando lui dit qu'il a tout faux car Juzo n'est rien pour lui. Tando traite Juzo de figurant de plus du club d'économie domestique. Il dit qu'il ne s'intéresse même pas aux gens de quelques petits clubs de théâtre dont l'existence n'a pas d'importance. Il dit que Juzo est juste agaçant et même ses coéquipiers se demandent pourquoi il est si impoli. Juzo dit que ce n'est pas grave et qu'il accepte le duel. Norin se demande pourquoi il accepte parce que Tando n'a même pas l'air de s'en soucier autant. Juzo est d'accord avec elle, mais il fait remarquer que c'est lui qui est contrarié maintenant. Tando ne s'est pas contenté de l'insulter, il a aussi dédaigné les dames de leur club. Il dit à Tando de faire tout ce qu'il veut avec ses triples menaces, mais de ne jamais mépriser le club d'économie domestique. Tando est juste content qu'il ait accepté le duel et il se demande sur quoi il devrait concourir. Il décide qu'ils concourront dans une forme modifiée de football appelée futsal. Il dit qu'ils feront cela dans une semaine dans le gymnase. Il n'emmènera qu'une seule autre personne, mais Juzo peut en emmener autant qu'il veut. Juzo refuse le handicap, mais Tando insiste et dit que sans cela, ce ne sera même pas un match. Après le départ de Tando, son entraîneur s'excuse auprès du club d'économie domestique en son nom. Keto fait remarquer que les coéquipiers de Tando le traitent comme s'il était spécial, même si c'est un crétin. Un coéquipier explique que normalement, si une personne partage son temps entre 3 sports, elle n'a qu'un temps limité pour chacun. Cependant, Tando surmonte cette limitation par sa pure domination. Le gars dit qu'en tant que coéquipier, Tando est le plus grand héros, mais en tant qu'adversaire, il est le plus fort des méchants. De retour dans la salle d'économie domestique, on voit que la présidente est vraiment furieuse. Elle dit à Juzo d'oublier les détails et d'y aller et de détruire Tando. Juzo est tout aussi en colère et lui dit de s'en occuper. Dans sa rage, il jure de faire regretter à Tando le jour de sa naissance. Le club détermine ensuite qui d'autre devrait jouer à côté de Juzo. Juste à ce moment, les filles remarquent que quelque chose tracasse Norin. Norin repense au moment gênant qu'elle a eu avec Tando, et elle grimace encore de honte. Elle est mortifiée que sa réponse ait donné l'impression qu'elle était une fille imbue d'elle-même disant « Arrêtez de vous battre pour moi ». Alors qu'elle s'effondre, Shine surprend tout le monde en disant qu'il jouera aussi. Il dit que ce qu'il ne peut pas pardonner, c'est la façon dont Tando a fait honte à Norin devant tout le monde. Keto fait remarquer que cela ne doit pas forcément être 2 contre 2, donc il aimerait participer. Il explique qu'il ne peut pas pardonner à Tando d'avoir moqué le club d'économie domestique qu'il aime tant. En plus de cela, il n'aime pas non plus la façon dont il a fait honte à Norin. Norin est très contrariée, mais ce n'est pas à cause du duel ou des enjeux de rendez-vous. Elle ne supporte pas comment Tando s'est moqué de leur club, alors elle dit à Juzo qu'il ferait mieux de gagner. Personne n'est plus motivé que notre héros, alors il dit qu'il le fera. Plus tard, on voit Tando s'entraîner avec son coéquipier. Tando lui a demandé de l'aider pour le duel, et son coéquipier est un peu agacé d'être entraîné là-dedans sans crier gare. Il se demande aussi pourquoi il se donne cette peine car Tando n'est jamais allé chercher un combat auparavant. Tando admet que c'est vrai, mais il dit que lorsqu'il regarde Juzo, il devient agité. Il y a quelque chose chez lui qu'il ne peut pas expliquer. Son coéquipier déclare qu'il ne fera que le strict minimum pendant le match, et Tando dit qu'il n'en attendait pas beaucoup de toute façon. Son coéquipier est agacé par ce commentaire supplémentaire, et il met accidentellement trop de puissance dans son tir suivant. Tando tue complètement l'élan et son coéquipier se rappelle une fois de plus à quel genre de prodige il a affaire. Plus tard, nous arrivons le jour du match. C'est 3 contre 2 et tout le monde se demande ce qui va se passer. Juzo dit que si Tando gagne, ils suivront les règles normales du duel. Cependant, s'il gagne, il veut qu'une condition soit remplie. Il rappelle à Tando qu'il s'est moqué du club d'économie domestique, donc s'il gagne, il veut que Tando s'excuse auprès des dames. Tando accepte sans hésitation, mais ce n'est pas tout.
Il dit qu'accepter cette condition revient essentiellement à dire qu'il n'aura pas à s'excuser parce qu'il va gagner. Le match de futsal commence et tout le monde acclame nos héros. Keto se rappelle que leur seul et unique avantage, c'est leur nombre. S'ils continuent à passer la balle à celui qui est libre, ils ont une chance de gagner. Juzo reçoit une passe, mais Tando fait un mouvement qui choque tout le monde. Il était d'un côté du terrain et, en un clin d'œil, il est de l'autre côté. Tando est extrêmement rapide et il dit qu'il va commencer par un petit bonjour. Shine n'en croit pas ses yeux car Tando s'apprête déjà à tirer. Tando déclenche une frappe d'une puissance folle, mais il manque le but. La foule est stupéfaite car son tir était si puissant qu'il a renversé le but. Tando est le suivant à être surpris quand il voit que Juzo s'apprête à faire quelque chose. Kotatsu avertit Juzo de ne pas dévoiler son secret avec un tel tir, mais Juzo s'en moque. Il dit qu'il s'inquiétera des excuses après avoir effacé ce sourire suffisant du visage de Tando. Juzo frappe, mais Tando arrête le ballon. Il est surpris, cependant, quand il s'avère que le tir est très puissant. Le ballon sort en touche après avoir touché Tando, et la foule est choquée car l'équipe locale va bénéficier d'une frappe. La foule est en émoi, et même certains coéquipiers de Tando n'en croient pas leurs yeux devant Juzo. Sa puissance de frappe est de niveau professionnel, mais ils n'ont jamais entendu parler de lui. Tando est impressionné, et Juzo dit qu'il n'a jamais perdu une partie de jeu du canard, kick the can, sur la distance. Takata et Baba regardent depuis la foule et se demandent si Juzo a oublié de vivre tranquillement et de rester discret. Kedo se prépare à tirer, mais Juzo remarque que quelque chose ne va pas chez Shine. Shine tremble comme une feuille, et Juzo réalise que c'est parce qu'il a perdu sa tétine. Il ne la trouve nulle part, et Juzo explique que sans sa tétine, Shine n'est plus qu'un paquet inutile de trac. Tando détermine qu'il a dû la faire tomber quand il l'a frôlé avec son tir. Le président se demande s'il en a une de rechange, mais Shine peut à peine parler. Il commence à marmonner des bêtises, mais heureusement, Juzo a pu comprendre. Shine dit qu'il en a une de rechange dans son sac, en classe. Norin dit qu'elle va la chercher, alors Juzo élabore un plan en attendant. Juzo dit à Shine de rester debout dans le but, car ils gêneront au moins les adversaires. Kedo fait remarquer que leur avantage numérique a disparu et qu'ils se retrouvent désormais en 2 contre 2 effectifs. Tando s'impatiente, alors il demande si on peut continuer. Les filles récupèrent la tétine, mais ne peuvent s'empêcher de penser à tout ce qu'elle implique. Yamoka révèle qu'elle a demandé directement à Shine pourquoi il suçait sa tétine. Il lui a dit que c'était parce que ça le calmait. Il s'avère que le seul souvenir qu'il a de sa mère, qui n'est plus là, c'est elle lui donnant une tétine avec un doux sourire. À leur retour, elle se demande ce qui s'est passé car Shine est tout amoché. Le président explique que Shine est en feu, réalisant un arrêt divin après l'autre. Il a bloqué tous les tirs, y compris ceux de Tando. Norin dit qu'il n'est pas en feu, car il se fait massacrer en prenant les ballons en pleine figure. Yamoko dit que Norin doit se dépêcher de donner sa tétine à Shine avant qu'il ne meure. Il ne survivra pas à un autre tir en pleine figure, mais Norin ne sait pas quoi faire. Yamoko dit que Norin doit la lui lancer car c'est la meilleure athlète ici. Norin lance la tétine au moment exact où Tando déclenche un autre tir. Shine étonne tout le monde en l'arrêtant de manière théâtrale. Il s'excuse auprès de l'équipe de Tando car les choses vont maintenant changer. La foule devient folle et se demande si Shine est la même personne qu'il y a 5 secondes. Shine déclare que le vrai match commence maintenant. Le jeu continue, et Tando est de nouveau émerveillé par Juzo. Les feintes de Juzo sont très basiques, mais Tando doit admettre qu'il joue simplement vite. Tando arrive encore à voler le ballon et réalise un mouvement impressionnant pour passer Kedo. Juzo se met sur son chemin, et Tando n'en croit pas ses yeux qu'il ait changé de vitesse en une fraction de seconde. Le coéquipier de Tando s'agace en réalisant que le fou à la tétine n'est pas la seule raison pour laquelle Tando ne peut pas marquer. Juzo lui semble un amateur complet, alors il se demande qui il est vraiment. Juzo parvient à prendre le ballon à Tando, mais il le sort en touche. Kedo dit que c'était incroyable et se demande si Juzo s'améliore de plus en plus au fil du match. Juzo dit qu'il a vraiment envie de battre Tando, mais que rejouer au sport après si longtemps s'avère très amusant. Les autres se demandent ce qu'il entend par si longtemps, alors Kotatsu doit lui rappeler de ne pas dévoiler son secret. Juzo reconnaît qu'il y a encore de la tension dans le match, mais c'est agréable de voir que personne n'essaie de le tuer. Il déclare que l'essai-erreur et la réaction au défi, c'est plutôt excitant. Tando, en revanche, semble devenir de plus en plus frustré. Un retour dans le passé montre le coéquipier de Tando se demandant pourquoi Tando ciblait toujours Juzo. Il se demandait si, au fond de lui, Tando voyait Juzo comme un rival. Il a fait remarquer que Tando était né avec une morphologie athlétique et qu'il ne relâchait jamais ses efforts. Il est supérieur dans tous les sports qu'il pratique, mais il est aussi seul au sommet. Il se demandait si Tando avait envie de quelqu'un qui puisse l'affronter d'égal à égal. Il a été choqué quand Tando a dit que ce n'était pas du tout ça. Tando aime détruire les gens, et s'il pouvait gagner 100-0, il le ferait. S'il pratique 3 sports, c'est parce qu'il les aime trop pour en choisir un seul. Quant au fait d'être seul au sommet, Tando a dit qu'il préférait ça. Il a fait remarquer que chaque sport a ses légendes. Aussi bons que soient les joueurs d'aujourd'hui,
On les compare toujours à ces gens-là. Cela a toujours dérangé Tando, alors il s'est demandé ce qui arriverait s'il devenait une légende dans 3 sports. Il a déclaré qu'il serait tellement unique que personne ne pourrait jamais le nier. Ryo a pensé en lui-même que Tando était vraiment loin dans sa tête. S'ils n'étaient pas amis d'enfance, il cesserait probablement de fréquenter Tando. Tando a dit qu'il n'avait pas besoin de rival, mais qu'il a des frustrations d'être tout seul au sommet. De retour au présent, tout le monde est stupéfait quand Tando envoie le ballon en l'air. Il dit que les choses deviennent enfin amusantes, mais Ryo semble inquiet. Tando a dit qu'il aimait détruire les gens, mais ce n'est pas comme s'il aimait frapper des cadavres. C'est juste qu'il est difficile de trouver un jouet avec lequel il peut jouer à pleine puissance sans le casser. Tando déclare maintenant qu'il est temps de devenir sérieux, et on voit qu'il a détruit le ballon. Il est clair qu'il ne bluffe pas, et la foule se demande ce qui va se passer. Quand le match continue, Ryo pense que les gens comprennent toujours mal Tando. Quand Tando ne donne pas tout, il pense qu'il joue simplement. Il explique que Tando ne pense qu'à s'améliorer et que, pour cela, il ne prend jamais vraiment les gens à la légère. Cependant, s'il les domine trop fort et qu'ils abandonnent, cela pose problème pour lui. C'est pourquoi il se limite à certaines actions ou à la zone dans laquelle il a le droit de se déplacer, selon l'adversaire. Il dit que, fondamentalement, Tando est en mode défi d'auto-amélioration. Il pense que Juzo devrait être fier car Tando n'enlève presque jamais ses chaînes dans aucun sport. Kedo essaie d'arrêter Tando, mais il prend une terrible conscience. Tando ne fait que dribbler, mais essayer de l'arrêter, c'est comme essayer d'arrêter un rocher. Tando passe devant Shine sans effort et se retrouve face à Juzo. Il utilise un mouvement incroyable pour le dépasser et marque un but. La foule l'acclame et l'appelle Superman. La première mi-temps se termine peu après, et l'équipe de Tando mène d'1 point. La foule est en délire, et même les gens du côté de Juzo admettent que cette action les a emballés. Ils attribuent beaucoup de mérite à Tando pour avoir enflammé la foule avec une seule action. Il est vraiment incroyable, et ils disent qu'il a l'énergie d'une superstar. Il est clair que Tando pourrait même les battre en 3 contre 1, alors les filles se demandent ce que les garçons sont censés faire. Juste à ce moment-là, Juzo choque tout le monde en demandant à son équipe s'ils le laisseront affronter l'ennemi seul. Il se demande si Juzo a un plan, mais il n'en a pas. Il dit juste s'il vous plaît, et ses coéquipiers acceptent de le laisser faire. Quand la seconde mi-temps commence, la foule se demande si l'équipe locale a un moyen de renverser la situation. Tous sont choqués quand Juzo fait du marquage individuel sur Tando. Tando se sent insulté, alors il déclare qu'il va marquer son 2e point. Étonnamment, il découvre que quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à tromper Juzo. Ryo dit que même si Juzo a des capacités athlétiques anormales, il ne devrait pas pouvoir suivre Tando. Norin se demande si elle est folle ou s'il lui semble vraiment que Juzo s'amuse. Juzo pense qu'il n'a aucune chance de gagner ni de grand plan. C'est juste que quand il était enfant, il a toujours détesté perdre. Aussi stupide que fut la compétition, il la prenait toujours au sérieux. Cependant, plus il grandissait, moins il s'enflammait pour quoi que ce soit. Au travail, tout ce qui compte, c'est de produire des résultats fiables. Malheureusement, plus il accumulait de succès et d'années, plus sa vie devenait terne. Ce match lui a rappelé ce qu'il ressentait quand il était plus jeune. Il déclare que la sensation de jouer à fond et d'aller au combat est géniale. Il remercie Tando parce qu'il s'éclate. Tando est très perplexe et se demande si Juzo est un vieil homme. Il accepte cependant, parce que ce match est ce qu'il devrait être. Il déclare qu'il va gagner et se met en action. Il essaie de dribbler autour de Juzo, et la foule n'en croit pas ses yeux tellement c'est génial. Ryo est choqué car Juzo pouvait à peine suivre il y a 1 minute. Il commence à se demander si Tando est en train de perdre en capacité physique brute. Il se demande ensuite si Juzo prédit les mouvements de Tando. Shine en sait plus long, cependant, car il pense que Juzo est simplement en train de prendre le rythme de Tando. Que ce soit un sport officiel ou un combat souterrain à mort, les bases sont les mêmes. Vous identifiez le moment exact où votre adversaire va bouger, et vous vous synchronisez avec lui. Juzo le fait parfaitement et arrête Tando. La foule acclame à nouveau en réalisant que Juzo et Tando sont à égalité en matière de simple volonté. Juzo déclare qu'ils ne sont pas à égalité parce qu'il a encore une rancune. Il commence à dominer Tando et lui dit de ne jamais sous-estimer le club d'économie familiale. Il dit que Tando devrait se regarder bien en face et faire mieux. Il devrait le faire par gratitude envers la personne qui a préparé la nourriture pour lui. Juzo déclare que quand quelqu'un vous prépare des boulettes de riz, vous devriez le remercier. C'est à ce moment qu'il domine Tando et marque un but. Tout le gymnase devient silencieux avant d'exploser en acclamation. L'équipe d'économie familiale vient d'égaliser, et personne n'y croit. Tando est furieux, et Ryo se demande ce qui s'est passé. Il n'a jamais vu Tando perdre un duel auparavant, et il déclare qu'il est temps de reprendre l'avantage. Le match continue, mais Tando découvre qu'il ne peut pas bouger. Il pousse un soupir et dit qu'il abandonne. Il ne peut pas continuer après ce qui vient d'arriver, donc il déclare forfait. Il dit que c'est sa défaite, et tout le monde est choqué. Juzo se demande s'il est devenu fou, et Tando dit que c'est un choc pour lui aussi. Il révèle qu'il s'est blessé lors de leur duel. S'il continue à forcer,
cela affectera les sports auxquels il tient vraiment. Il fait très clairement comprendre qu'il ne sous-estime pas leur match. Il ne prend de risques stupides que pour les sports sur lesquels il mise son avenir. Il déteste l'admettre, mais il ne peut pas continuer leur match. L'équipe d'économie familiale est déclarée gagnante, et Ryo n'en croit pas que Tando ait perdu. La foule est vraiment déçue et se met à huer l'équipe de Tando. Ryo ne peut pas les blâmer, et Tando dit qu'il va encaisser les huées. Tando révèle qu'il a trop mal pour marcher seul, donc il devra s'appuyer sur Ryo. Juste à ce moment-là, le président sort du ruban médical et dit à Tando de lui donner son pied. Elle ne se spécialise dans rien de médical, mais ce sera mieux que rien. Elle se présente sous le nom de Sharishi, et Tando se demande pourquoi elle l'aide. Il fait remarquer qu'il ne s'est pas excusé comme promis et que, techniquement, il est leur ennemi. Sharishi dit qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Elle se demande si les maniaques de la bagarre comme lui ne voient le monde qu'avec des ennemis ou des alliés. Elle admet que ses commentaires l'ont contrarié, mais ce n'est pas le sujet. Elle dit que quand quelqu'un a un problème, on l'aide simplement. Elle dit que c'est ce que représente son club, et elle finit de bander son pied. En outre, Tando a un objectif auquel il est prêt à tout sacrifier, et cela mérite le respect. Juste à ce moment-là, les autres filles arrivent avec des béquilles pour Tando. Tando s'adresse alors à tout le club d'économie familiale et dit que ce qu'il va dire est sincère. Il annonce qu'il est désolé de s'être moqué d'eux. Il dit que les boulettes de riz qu'ils ont apportées étaient délicieuses, et il les remercie. Plus tard, tout le monde voit que Juzo est couvert d'équipements sportifs et se demande ce qui s'est passé. Juzo explique qu'après le match, des gens de différents sports ont commencé à le recruter comme jamais. Les autres reconnaissent qu'il était plutôt incroyable, donc ce n'est pas surprenant. Juzo dit que ce n'était qu'un coup de chance dû à une sorte de poussée d'adrénaline anormale. Kotatsu se demande ce que Juzo va faire parce qu'il leur avait dit qu'il finirait par attirer beaucoup d'attention. Juste à ce moment-là, Tando arrive au club d'économie familiale, et tout le monde est choqué. Shine se demande s'il est venu pour rejoindre le club, mais ce n'est pas le cas. Il déclare qu'il est venu dire quelque chose et s'approche de Sharishi. Il révèle qu'il est tombé amoureux d'elle et lui demande de sortir avec lui. Tout le monde crie de choc, et Sharishi reste sans voix. Tando explique qu'il est le meilleur en sport, mais qu'en dehors de ça, il ne comprend rien. C'est Sharishi qui lui a fait réaliser cela, alors maintenant il déclare qu'il veut être avec elle pour toujours. Sharishi est prise au dépourvu et dit qu'elle n'est pas habituée à tout cela. Son frère Ryo plonge la main dans son sac pour en sortir une épée et se demande ce que Tando croit faire. Tando drague sa précieuse grande sœur, alors Ryo déclare qu'il va mettre fin à la vie de Tando. Il se moque que Tando soit une licorne ou un pop-corn, il jure de le réduire en chair à pâté. Ensuite, Juzo se demande pourquoi Tando ferait cette blague. Tando révèle qu'il était on ne peut plus sérieux, et Juzo n'arrive pas à croire qu'il soit exactement comme Shine. Juzo explique que depuis leur match, tous les clubs sportifs de l'école courent après lui. Maintenant, il ne peut plus se concentrer sur sa vie scolaire alors qu'il veut juste étudier tranquillement sans se faire remarquer. Tando ne comprend pas du tout, et Juzo réalise que c'est parce que lui, il aime le contraire. Tando ne veut pas étudier, et il aime se faire remarquer. Tando lui dit qu'il est trop tard car il se fait déjà remarquer. Il ne sait pas ce que Juzo cache, mais tout finira par se savoir. Il est assez évident pour lui que Juzo est la personne la moins normale ici. Il fait remarquer qu'un amateur ne le bête pas lors d'un duel par hasard ou par courage seul. Tando n'a jamais vu quelqu'un comme Juzo au sommet d'aucun sport. Juzo pense qu'il a raison car ce n'est qu'une question de temps. Cependant, il n'échangerait cette vie scolaire paisible pour rien au monde, elle est irremplaçable pour lui. Ensuite, la nouvelle que Tando a été blessé se répand comme une traînée de poudre. Il s'avère que ce n'était pas vrai, et Juzo pense que Tando a répandu cette rumeur comme un remerciement. En disant qu'il a été blessé, Tando a fait comme si Juzo n'avait gagné que parce que Tando était dans la pire condition de sa vie. Cela a considérablement réduit la réputation de Juzo, et les clubs sportifs ont cessé de le recruter. Juzo s'est demandé si cela signifiait que Tando allait rater tous les tournois d'été. Tando a simplement dit qu'il dirait à tout le monde qu'il a guéri et fait un retour miraculeux. Tout s'est bien terminé pour Juzo, et il est content d'avoir réussi à tout couvrir. Un peu plus tard, nous regardons Juzo et Kotatsu se tirer dessus avec des pistolets. Ils s'entraînent, et Juzo doit éviter les pièges que Kotatsu a installés. Ils finissent par passer au combat rapproché, et Juzo fait échec et mat à son ami proche. Kotatsu admet sa défaite et traite Juzo de tueur à gages légendaire. Il est impressionné et dit que même quand il était au collège, Juzo était surpuissant. Juzo fait remarquer que son corps plus jeune n'est pas aussi fort. Cependant, comme il a toujours toute son expérience et ses connaissances, il pourrait en fait être capable de se déplacer mieux sur le terrain qu'avant. Kotatsu devient alors sérieux et rappelle à Juzo de ne pas y aller à fond sans réfléchir aux conséquences, comme il l'a fait contre Tando. Il souligne que les élèves du club d'économie familiale se méfient toujours de lui. Il dit à Juzo que la règle absolue pour vivre comme un collégien est de ne jamais laisser personne découvrir qui il est vraiment. Il dit que c'est pour la mission du patron, pour son salaire et, surtout, pour le bien de Juzo lui-même. De retour au club d'économie familiale,
la présidente a demandé un service à Juzo et Norin. Elle est très sérieuse, mais il s'avère qu'elle veut juste qu'il fasse un double rendez-vous avec elle. Tout le monde est stupéfait, et Norin demande immédiatement si elle a accepté de sortir avec Tando. Shirashi insiste sur le fait qu'elle n'a pas l'intention de sortir avec lui, mais admet qu'il se pointe tous les jours. Il lui a déclaré son amour encore et finalement, elle a laissé échapper qu'elle accepterait un seul rendez-vous avec lui. Shirashi explique qu'elle a dit que ça ne pouvait pas être juste tous les deux, donc si Norin et Juzo venaient, ça irait. Yamoko dit à Shirashi de se ressaisir parce que si elle continue comme ça, elle finira par se faire avoir par un mec insistant un jour. Shirashi pensait qu'un seul rendez-vous suffirait pour qu'il la laisse tranquille. Le jour du double rendez-vous arrive, et Norin n'en revient pas d'avoir été entraînée là-dedans. Elle se demande toujours quel est le secret de Juzo, alors elle espère qu'aujourd'hui elle pourra peut-être découvrir quelque chose. Shirashi arrive, et elle n'en revient pas que Norin porte une sorte de déguisement. Norin lui rappelle la compétition en cours, donc ce qu'elle porte est une protection anti-dragueur. Tando arrive ensuite, et Shirashi n'en revient pas qu'il porte une tenue de sport. Les filles lui crient dessus parce que c'est un rendez-vous, pas une salle de sport. Elle pense que celui qui a dit que les licornes étaient parfaites intérieurement comme extérieurement n'a clairement jamais rencontré ce mec, car tous les points de statistiques ont été mis dans le physique. Tando dit qu'il est juste heureux d'être en rendez-vous avec sa bien-aimée Shirashi. Juzo arrive le dernier, comme un professeur d'âge moyen. Il porte une veste et un sac bandoulière, ce qui est sur une longueur d'onde complètement différente des autres. Un retour dans le passé montre que Kotatsu était horrifié d'apprendre que Juzo allait à un double rendez-vous. Kotatsu était inquiet parce qu'il ne serait pas là pour l'aider à se préparer, mais Juzo a dit que ce ne serait pas grave parce qu'il mettrait juste quelque chose de normal. Kotatsu lui a dit que sa tenue normale serait un échec automatique, mais Juzo l'a porté quand même. De retour au présent, Shirashi ne peut s'empêcher de remarquer qu'il forme un groupe étrange. Norin est habillé comme une célébrité qui essaie de ne pas être reconnue, et les gars ont l'air étranges aussi. Tando dit qu'il devrait regarder dans quelques boutiques puis aller au cinéma, ce qui est étonnamment normal. Vu sa tenue, Shirashi pensait qu'il voudrait faire de l'entraînement. Pendant qu'il se promène, Juzo mentionne que ce parc n'était rien à l'époque, avec moins de mecs du club d'économie familiale qui traînaient partout. Norin se demande ce qu'il entend par « à l'époque », et Juzo recrache sa boisson. Il se rattrape rapidement en disant qu'il a vu un vieux mec écrire ça en ligne. Kotatsu doit encore une fois lui crier dessus de ne pas baisser sa garde. Il passe ensuite devant un restaurant de ramen que Norin voulait visiter. Elle ne veut pas que quelqu'un découvre qu'elle travaille dans un restaurant de ramen, alors elle dit qu'elle n'en mange qu'une fois de temps en temps. Tando aimerait bien essayer aussi, mais il ne peut pas parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour de triche. Ils finissent par aller dans un coffee shop pour prendre un repas, puis ils font du shopping après. Quand tout cela est fini, ils finissent enfin au cinéma. Tando dit qu'il s'amuse, et Shirashi n'en revient pas de passer un plutôt bon moment. Pendant ce temps, Norin devient très nerveuse. Ce rendez-vous l'a encore plus convaincu que Juzo a un âge complètement différent. Dans son esprit, il est indéniable que c'est un collégien. Pendant le film, Juzo se sent soudain très étrange. Son cœur bat rapidement, et il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il rouvre les yeux et se demande s'il vient de s'évanouir. Il est horrifié de voir que ses mains ont l'air vieilles et que son visage a de nouveau de la barbe. Il vient de redevenir adulte, alors il se demande s'il y a eu une sorte de déclencheur. Il panique face à la situation et pense à quel point le timing est mauvais. Il n'imagine même pas ce qui arriverait si les autres le remarquaient. Norin se demande ce qui ne va pas, alors Juzo se cache et s'excuse pour aller aux toilettes. Quand il entre dedans, il pense à quel point c'est complètement fou qu'un vieil homme aille au collège en premier lieu. Même pendant ce rendez-vous, il s'est senti comme un chaperon tout le temps. Il a retrouvé ses sens d'avant, alors il envisage de simplement se tirer et de rentrer chez lui. Il dit qu'il se sent un peu mal de rompre sa promesse envers Norin, mais que ce petit jeu devrait s'arrêter là. Juste à ce moment-là, Tando vient voir comment il va, alors Juzo se précipite dans une cabine. Juzo appelle frénétiquement Kotatsu et lui montre ce qui s'est passé. Il explique que tout le monde est dehors, donc il ne peut pas sortir des toilettes. Kotatsu lui dit d'utiliser l'autocollant de modificateur de voix accrocheur de son sac bandoulière et de le coller autour de sa pomme d'Adam. L'application sur son téléphone peut changer la fréquence et déguiser sa voix. Cela fonctionne parfaitement, alors Juzo dit à Tando qu'il a l'estomac détraqué. Il va en avoir pour un moment, alors il dit qu'ils devraient tous rentrer chez eux sans lui. Tando dit qu'il va prévenir les autres, et Juzo soupire de soulagement. Malheureusement, les choses tournent mal quand on entend Shirashi crier dehors. Juzo est horrifié d'apprendre que Norin a été kidnappé. Il sait qu'il ne peut pas simplement l'abandonner, alors il sort en trompe de la cabine. Kotatsu l'avertit que les autres vont le voir, mais Juzo a une idée. Il dit à Tando de tenir Shirashi contre lui pour la réconforter. Tando le fait, et cela permet à Juzo de passer en courant à côté d'eux. Juzo demande à quoi ressemblent les kidnappeurs, alors Shirashi dit qu'ils étaient deux, et qu'ils portaient tous les deux des hoodies noirs. Juzo les voit monter dans une camionnette et il les poursuit. Il prend la moto d'un type et lui dit d'appeler un numéro pour qu'il puisse être remboursé.
Alors que Juzo attend à un feu rouge, Kotatsu se demande pourquoi il n'est pas simplement sorti de la cabine en prétendant être un parfait inconnu. Juzo dit qu'il a paniqué et qu'il n'y a tout simplement pas pensé. De retour au cinéma, Shirashi finit par pousser Tando loin d'elle. Elle fait remarquer que Juzo est parti seul après les kidnappeurs, et qu'ils doivent aller après lui. Tando dit que tant que Shirashi va bien, c'est tout ce qu'il importe, et il se demande s'il doit vraiment y aller. Shirashi se demande s'il est une sorte de robot, et elle dit que bien sûr, il doit venir. Elle lui rappelle que quand quelqu'un est en danger, on doit aider. Elle souligne qu'elle s'amusait beaucoup, et qu'elle ne veut pas perdre le respect pour Tando. Elle dit qu'elle ne pourrait jamais aimer quelqu'un d'aussi égoïste, et Tando comprend l'idée. Il explique que les gens lui ont toujours dit qu'il ne comprend pas les sentiments des autres. Même quand il pense comprendre, ce n'est pas vraiment le cas. Il est sûr que ça va continuer à arriver, mais il veut que Shirashi lui apprenne. Il ne veut pas la faire pleurer, alors il promet de faire de son mieux. Il dit qu'il va y aller, et il dit à Shirashi de rester ici et d'appeler la police. Elle veut venir aussi, mais Tando dit qu'elle est lente et qu'elle risque probablement de gêner. Tando appelle ensuite Juzo et lui demande où il est. Pendant ce temps, nous voyons que Juzo est revenu à sa forme plus jeune. Tando arrive, et Juzo n'en revient pas de sa rapidité. Il s'avère que Tando a couru 3 km pour venir, alors Juzo le traite de Superman triple menace. Ils entrent dans un stade pour trouver les kidnappeurs avec Norin. Tando peut immédiatement dire que ces gars ne sont pas des amateurs. En même temps, Juzo réalise qu'il a fait une erreur. Il pensait que ces gars n'étaient que des voyous de bas étage, alors il a permis à Tando de venir. Cependant, les marques sur leurs vêtements signifient qu'ils sont membres d'une organisation appelée Jordan. Jordan est la plus grande et la plus dangereuse association de tueurs à gages de tout le milieu. Kotatsu explique qu'ils classent leurs clients par cotisation, et plus le rang est élevé, plus les assassins qu'ils envoient sont coriaces. En principe, seuls les VIP sont autorisés à rejoindre le rang supérieur, le rang noir. Le plus âgé s'appelle Kazuma, 15 ans, et le plus costaud est âgé, 13 ans. Kotatsu révèle qu'ils sont tous deux des assassins de rang noir. Juste alors, Kazuma contacte Juzo directement et se présente poliment. Il révèle qu'il vise le duel Matsuoka et la position de fiancé de Norin. Cependant, dit-il, il défiera formellement Juzo pour cela un autre jour. Aujourd'hui, son objectif est le cœur de Norin. Il révèle que sa spécialité est l'hypnose, et il prévoit de l'utiliser pour faire tomber Norin amoureuse de son petit frère, Argé. Il explique qu'il peut hypnotiser n'importe qui puissamment et instantanément. S'il gagne un duel, il peut prendre la position de fiancé, mais avoir simplement le titre ne le satisferait pas. Il veut que Norin devienne l'épouse de son petit frère en corps et en âme. Les gars sont horrifiés, et Juzo fait remarquer qu'Argé n'a quasiment pas dit un mot pendant tout ce temps. Kazuma admet que son frère est un homme de peu de mots, mais dit que ce sera un détail mineur une fois que Norin sera tombée amoureuse de lui. Kazuma tourne alors son attention vers Tando et lui offre un marché. Il dit qu'il utilisera l'hypnose pour qu'elle tombe amoureuse de Tando, mais seulement si Tando abandonne Juzo tout de suite. Il fait remarquer que Tando obtiendra ce qu'il veut et évitera de se mettre en danger. Kotatsu peut dire que ce type a fait ses devoirs parce que Tando ne comprend pas les sentiments. Tando est resté silencieux, et Kotatsu craint ce qu'il va choisir. Tando repense aux paroles de Shirashi, et il dit à Kazuma qu'il n'aurait pas dû dire ça. Il souligne que ce qu'il propose revient essentiellement à truquer un match. Il déclare que ce qu'il ressent pour Shirashi n'est pas différent des 3 sports auxquels il a consacré sa vie. S'il doit gagner en trichant, alors il préfère perdre et pleurer à cause de ça. Tando était déjà contrarié quand ils ont commencé à parler de Norin, et il dit qu'il n'aime pas ces gars. Juzo déclare qu'ils ont fini de parler, alors ils disent aux gars de rendre Norin. Les gars sont déçus que les négociations aient échoué, alors ils disent qu'il est temps de faire la guerre. Tando est surpris quand on dirait qu'ils vont jouer au golf, et Juzo lui dit d'urgence de l'esquiver. Kazuma commence à lancer des balles de golf, et nos héros réalisent que ces gars sont fous. Tando fait remarquer que s'ils sont touchés par une balle de golf, ils sont fichus. Juzo dit à Tando d'aller dans le couloir, et ils se séparent. Les méchants se séparent aussi, alors que Kazuma dit qu'il va aller après eux. Il dit à Argé de surveiller Norin et de les sniper s'il les sent quelque part. Juzo pense que c'est mauvais parce qu'il est désarmé. Kotatsu envoie un drone rempli d'armes, alors Juzo se précipite vers lui. Malheureusement, Kazuma l'abat, et dit qu'il ne laissera pas Juzo mettre la main sur une arme. Kazuma révèle qu'il peut dire que Juzo est dans le même métier que lui. Juste à ce moment, Juzo remarque que les armes sont tombées dans le couloir, mais elles sont trop loin. Kazuma a pu toucher le drone avec une précision parfaite, donc il sait qu'il n'aura pas le temps d'attraper l'arme. Kazuma est déçu car ce combat se terminera avant même qu'il n'ait pu utiliser sa vraie arme. Juzo pense qu'Argé est le sniper, et il se demande comment il peut utiliser cela à son avantage. Il a une idée et lance un morceau de métal pour faire du bruit. Cela trompe Argé qui tire dessus, et cela crée une énorme explosion. L'onde de choc du tir propulse l'arme tombée directement vers Juzo. Juzo l'attrape, et maintenant les choses deviennent très sérieuses. Juzo fait remarquer qu'il considère Norin comme une fille.
Il dit à Kazuma d'imaginer être un père quand un type débarque à sa porte en disant qu'il veut sa fille parce qu'il l'a hypnotisée pour qu'elle l'aime. Juzo dit très clairement qu'il réduirait ce type en charpie. Un regard dans le passé montre Kazuma en train de consulter le dossier de Juzo. Il apprend que Juzo était membre de Zo, l'organisation classée 3e dans le milieu. Juzo était autrefois le tueur à gages numéro 1 du secteur, jusqu'à ce qu'il disparaisse sans prévenir. Son taux de réussite des missions est de 100%, et il refuse tout contrat ciblant des femmes, des enfants ou des civils. Le dossier mentionne même sa marque de cigarette préférée, son whisky de choix et son arme de prédilection, un P210. Ses compétences en tir, en combat rapproché et au couteau sont toutes de premier ordre. Il est ambidextre, et même lorsqu'il tire avec sa main gauche, il peut viser avec la précision d'un fusil de sniper. Cela lui a valu le surnom de « main gauche du diable ». Retour au présent, Juzo vient de reprendre le contrôle du combat. Pendant ce temps, Shireshi s'inquiète pour ses amis et espère qu'ils reviendront sains et saufs. Quand nous revenons au combat, nous voyons Kazuma esquiver pour sauver sa vie. Il comprend que Juzo est vraiment bon, donc dans un face-à-face au tir, il est sérieusement désavantagé. Juzo récupère également son chargeur et pense à quel point Kotatsu lui a sauvé la vie. Soudain, un garde de sécurité apparaît et dit à Juzo que l'endroit est fermé. Il y a d'étranges explosions, dit-il, donc il ordonne à Juzo de partir. Juzo est contrarié car il pensait que Kazuma aurait dégagé les lieux avant de la tirer. Juzo crie après Kazuma pour avoir impliqué un civil là-dedans, mais Kazuma répond que cela ne va pas contre sa politique. Kotatsu devient très inquiet car si Juzo esquive une attaque, elle touchera le garde. Kazuma tire plusieurs coups, mais il est choqué quand Juzo les arrête. Il est sans voix car abattre des balles en plein vol avec d'autres balles devrait être impossible. Il se demande comment Juzo a fait, et il pense qu'il n'y a qu'un seul homme capable d'un tel tour inhumain. La personne à laquelle il pense est un tueur à gages légendaire, et tout prend désormais sens. Il commence à assembler les pièces, y compris Norin Matsuka Pharmaceuticals et le nom de Juzo Ogami. Kazuma trouvait étrange que ce collégien lambda porte exactement le même nom qu'un tueur légendaire. Il avait simplement supposé que la différence d'âge signifiait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Cependant, il est désormais certain qu'il s'agit du même Juzo Ogami. Kotatsu est furieux et rappelle à Juzo que c'est exactement pourquoi il lui avait dit de changer de nom avant de s'inscrire. Juzo réplique que la mission était censée être rapide et simple. Il devait seulement se faufiler dans un collège et faire de la reconnaissance interne. Juzo se tourne immédiatement vers Kazuma et nie être le tueur légendaire. Il réagit vite et révèle qu'il est l'enfant secret de Juzo Ogami. Il invente une histoire folle sur la façon dont son père sans cœur l'a abandonné, lui et sa mère, pour une femme plus jeune. Juzo dit qu'il a délibérément pris le même nom et choisi la même voie pour un jour trouver son père et obtenir des réponses. Il a juré de se venger de lui et a rêvé du jour où il pourrait lui demander pourquoi il les a abandonnés. Étonnamment, Kazuma avale l'histoire, et il sympathise même, car le monde souterrain est plein de misère. Il peut comprendre l'envie de Juzo de mettre fin au jour de son propre père. Kazuma se confie même en disant que son frère et lui ont eu leur lot de problèmes. Il explique qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient tous deux des enfants normaux. Kazuma aimait la magie, et Agi aimait le sport. Il n'était pas différent des autres pères de frères, jusqu'à ce qu'un certain incident change tout. Kazuma se surprend à être sentimental et se ressaisit. Il dit que son petit frère Argé est la personne la plus précieuse au monde pour lui, et il veut que Norin fasse partie de ce bonheur. Il laisse aussi entendre que les secrets de Matsuka Pharmaceuticals pourraient même détenir la possibilité de rendre son frère à son ancien moi. Il est clair pour Kazuma qu'ils ont tous deux des raisons de vouloir gagner ce combat, mais il ne peut tout simplement pas se permettre de perdre. Juzo est alors surpris quand Kazuma sort un briquet. Kazuma lui rappelle que sa spécialité est l'hypnose, et il dit que ce briquet est sa véritable arme. À ce moment, le garde de sécurité attaque Juzo, qui comprend ce qui se passe. Ce garde est arrivé au moment parfait car il était déjà sous le contrôle de Kazuma. Juzo n'a pas le choix, il assomme le garde. Il dit qu'une marionnette civile ne lui fait pas peur, mais Kazuma se demande s'il a cru qu'il n'avait commencé à utiliser l'hypnose qu'à l'instant. Il révèle qu'il savait depuis longtemps que Juzo arriverait jusqu'ici. Il regarde son téléphone pour voir un tas de gens, et déclare que les préparatifs ont été faits il y a longtemps. Juzo est horrifié en réalisant que tous les gens dehors sont sous le contrôle de Kazuma. Il commence à charger le stade, alors Juzo appelle Tando. Il dit qu'il a été négligent, et dit à Tando de partir. Il explique que des foules de gens sont sous hypnose, et il est choqué quand Tando ne pense pas que ce soit grave. Tando prend la nouvelle bien trop à la légère au goût de Juzo, mais Tando explique son raisonnement. Il dit qu'après avoir vu des trucs comme ces balles de golf explosives, il sait que ce qui se passe n'est pas normal. Il sait aussi que sa vie est en danger, mais il refuse de fuir. Juzo n'en croit pas ses oreilles, et Tando lui rappelle de ne pas sous-estimer les athlètes. Il dit que dans n'importe quel sport professionnel, les gars du haut niveau mettent leur vie en jeu. Quant à lui, il vise à devenir un Superman triple menace super élite. S'il ne peut pas franchir la ligne entre la vie et la mort plusieurs fois, alors il se demande à quoi il sert. Il dit juste à Juzo de gérer son côté,
et il raccroche. Tando pense que c'est un risque, mais aussi une opportunité pour lui. Il veut devenir un Superman triple menace capable de faire quelque chose qui semble impossible. Pour cela, il a développé tout ce dont il a besoin de la manière la plus efficace possible, basée sur le bon sens et une logique solide. Cependant, pour accomplir quelque chose qui défie le bon sens, il aura besoin de quelque chose de plus. S'il peut survivre à cette situation de vie ou de mort, alors quoi qu'il affronte à l'avenir, il pourra dire que, comparé à cela, tout le reste n'est rien. Tando lance un ballon de football sur Agi et lui dit qu'il est temps de faire du sport. Ils sont prêts à s'affronter, mais Tando est choqué quand Agi s'arrête. Agi met Nora en lieu sûr et se prépare au combat. Les ballons de football de Tando et les balles de golf d'Agi entrent en collision, créant une énorme explosion. Tando est stupéfait car Agi utilise vraiment des balles de golf explosives, et il se demande s'il est fou. Soudain, une balle de golf explose derrière lui, et il ne comprend pas comment elle est arrivée là. Il se souvient qu'au golf, cette petite astuce s'appelle un backspin. Un regard vers Agi révèle qu'à un moment donné, il a changé de club. Tando est stupéfait car il a tout un set à côté de lui. Leur combat continue, et il crée des explosions partout. Tando est impressionné par son adversaire, mais il montre qu'il a aussi quelques astuces. Il porte une attaque, et Agi semble s'amuser. Pendant ce temps, nous voyons Juzo courir pour sauver sa vie. Les civils hypnotisés se rapprochent, et Juzo doit continuer à courir tout en évitant de leur faire du mal. Juzo s'inquiète pour Tando, mais il ne peut pas aller vers lui avec sa foule qui le poursuit. Finalement, il se retrouve dehors, où se trouvent de nombreux services d'urgence. Juzo est horrifié, cependant, quand il réalise qu'ils sont aussi hypnotisés. Il commence à l'attaquer, donc Juzo doit faire preuve de créativité. Il redirigeait soigneusement leur tuyau et en utilise un pour repousser la foule. Il s'excuse auprès de tous les innocents, et bientôt, le combat est terminé. Kotatsu lui dit qu'il a bien travaillé, mais Juzo entend un bruit. Il s'avère que c'est Shireshi, et elle se demande ce que Juzo fait avec le pistolet. Juzo panique et dit que c'est juste un pistolet à air comprimé. Shireshi explique qu'elle est venue parce qu'elle s'inquiétait, et elle se demande ce qui se passe. Elle dit qu'elle veut lui montrer quelque chose, mais Juzo est horrifié quand il voit ce que c'est. C'est le briquet de Kazuma, et Juzo entend la voix de Kazuma. Kazuma dit qu'il va commencer un compte à rebours à partir de 3. Quand il aura fini, le briquet se fermera, et Juzo sera incapable d'attaquer l'un des frères Reno. Kazuma termine le compte à rebours, et Juzo est hypnotisé. Kazuma révèle que les déguisements sont une autre de ses spécialités. Kotatsu est horrifié car tomber dans un piège ne ressemble pas du tout à Juzo. Il réalise alors que c'est en fait tout l'inverse. Les choses ont fini ainsi précisément parce que Juzo a agi exactement comme lui-même. S'il n'avait affaire qu'à des méchants, il serait invincible, mais il ne lève pas la main sur les civils. Il s'avère que la gentillesse de Juzo a joué directement dans les mains de Kazuma. Juzo tremble comme une feuille en essayant d'appuyer sur la gâchette, mais l'hypnose de Kazuma est trop puissante. Il tire en l'air à quelques reprises et détermine qu'il peut encore tirer dans une direction qui n'a rien à voir avec Kazuma. Kazuma l'avertit de ne pas faire ça car une balle perdue pourrait toucher un innocent. Juzo dit « d'accord » et décide que ce handicap est tout à fait acceptable. Il dit à Kazuma qu'il est temps de lui montrer à quel point leurs carrières sont différentes. Il crée une diversion et se cache de Kazuma. Kazuma réalise que cela ne sera pas facile à cause de l'astuce de tir de Juzo. Il détermine qu'il devra poser un piège de plus et voir comment Juzo réagit. Kazuma prend un otage et dit à Juzo qu'il a 3 secondes. Juzo a pour règle de ne pas laisser les civils être blessés, donc Kazuma sait que cela va marcher. Juzo n'en croit pas ses yeux car cet otage a l'air d'un vrai voyou. Juzo se révèle, donc Kazuma lui dit de jeter son arme. Kazuma menace de blesser l'otage, alors Juzo n'a pas le choix. Kazuma prend son pistolet et demande à Juzo s'il a des derniers mots. Le dernier vœu de Juzo est que Kazuma enlève son déguisement. Quand il le fait, il est choqué car Juzo dit qu'il ne voulait pas frapper son ami. Kazuma se demande ce qu'il veut dire, et Juzo lui dit qu'il n'a qu'à serrer les dents. Soudain, une balle tombe du ciel, et Kazuma se demande si c'est un sniper. Cependant, il est stupéfait quand il réalise que c'est un coup que Juzo a tiré en l'air. Même Kotatsu n'en croit pas ses yeux en disant que ce n'est pas humainement possible. Juzo explique qu'il a découvert cette astuce en s'entraînant, il y a longtemps. Malheureusement, contrairement à ses tirs normaux, son taux de réussite quand il tire ainsi n'est que de 70%. Kotatsu est encore plus stupéfait car cela devrait être impossible. Juzo explique ensuite qu'il visait la civière. Il a tiré 3 coups, donc il s'est dit que l'un d'eux toucherait. Il révèle qu'au pied de la civière se trouve un détonateur. Pendant qu'il se cachait avant, il a installé une mini-bombe. Kotatsu se demande ce qui va se passer, alors Juzo lui dit de regarder. Juzo rappelle à Kazuma qu'il a dit qu'il allait le battre. Il lève le poing et dit à Kazuma de venir prendre sa correction. À cet instant, les autres tirs tombent du ciel et frappent le détonateur. La bombe explose et envoie Kazuma directement dans le poing de Juzo. Kazuma est vaincu, et il n'arrive pas à croire que Juzo ait prédit tout ce qui arriverait. Juzo dit que ce n'est pas si simple,
et qu'il visait seulement la civière. Ensuite, il a calculé en arrière au fur et à mesure que leur combat avançait. Kazuma est complètement désemparé car il vient de perdre contre un type qui improvisait pendant leur combat. Kazuma conclut que Juzo est dans une ligue complètement différente. Ce ne sont pas seulement ses compétences, mais la profondeur même de son expérience. Kazuma accepte la défaite, mais il révèle qu'il a encore un dernier atout. Il dit que Norin est déjà hypnotisée, et quand elle se réveillera, elle tombera amoureuse de la première personne qu'elle verra. Juzo se précipite pour l'aider, et Kazuma lui dit de lutter autant qu'il veut, car le sort de Norin sera le même de toute façon. À proximité, Tando esquive des explosions, et Juzo dit désespérément à Norin de ne pas se réveiller tout de suite. Pendant ce temps, Norin fait un rêve dans lequel la boutique de son oncle se retrouve au centre d'une guerre. Elle se dispute avec son oncle à propos de ce qu'il sert, car elle craint que cela ne puisse étancher la soif des soldats. Son oncle rétorque que c'est la meilleure nourriture pour le front, et la boutique de ramen est touchée par une bombe. Juzo supplie désespérément Norin de ne pas se réveiller, car elle tomberait amoureuse de la première personne qu'elle verrait. Si elle tombe amoureuse de Tando, alors le schéma relationnel dans leur groupe d'amis deviendra bien trop compliqué. Pendant ce temps, dans le rêve de Norin, elle n'arrive pas à croire que son oncle utilise du porc pour remplir les tonneaux sur les chars d'assaut. Son oncle déclare qu'il le fait pour la paix, car cela empêchera les chars de tirer. Des bombes continuent de tomber autour de la boutique, mais heureusement, elles ne suffisent pas à réveiller Norin. Les bombes viennent en réalité du combat entre Tando et Agi, et tous deux commencent à être fatigués. Étonnamment, Tando propose de faire une pause pour se reposer. Il lance même une bouteille d'eau à Agi et pense à quel point ce gars est incroyable. Tando n'a jamais joué au golf avant, mais il peut voir qu'Agi est vraiment doué. Ce genre de précision et de puissance ne s'apprend pas en un jour. Il pense même qu'Agi devrait essayer de devenir professionnel. Tando admet qu'il ne connaît pas vraiment l'histoire de ce gars, mais il peut voir qu'Agi est quelqu'un qui choisit de tuer ou non. Tando respecte le talent d'Agi et ne veut pas se battre contre lui alors qu'il se sent comme ça. Juste à ce moment-là, Agi sort un carnet et des crayons de couleur et écrit qu'il est d'accord. Il dit que Tando est incroyable et qu'il ne veut pas mettre fin à sa vie. Tando n'arrive pas à croire que ce gars est un moyen de s'exprimer, et il dit qu'il devrait simplement arrêter de se battre. Malheureusement, Agi dit qu'il ne peut pas abandonner sa mission. Il ne peut pas bien réfléchir en ce moment, et son frère essaie de remédier à cela. Il veut aussi réparer cela, et il veut que cela se termine pour Kazuma. Il admet également que Kazuma fait un peu peur, mais c'est son frère, et c'est la personne la plus importante pour lui. Cela touche vraiment Tando, et il dit qu'Agi l'a eu là. Ils ne peuvent pas arrêter de se battre, et Tando pense qu'il ne devrait pas apprendre à connaître son adversaire avant un match. Il ne peut pas non plus perdre, donc ils devront continuer leur combat. Avant qu'il ne le fasse, Juzo arrive, et Agi est stupéfait quand il dit qu'il a déjà terminé son combat avec Kazuma. Juzo est soulagé de voir que Norin ne s'est pas encore réveillé, et il dit qu'il a éliminé le frère aîné. Kotatsu fait remarquer que c'est une façon terrible de le dire parce que Kazuma est toujours vivant, mais il est trop tard. Agi est furieux après avoir entendu cela, alors il renverse son sac pour révéler des tonnes de balles de golf. Il déclenche une pluie de missiles, et nos héros courent pour sauver leur peau. Tando craint que Juzo ait vraiment éliminé Kazuma, mais Juzo précise qu'il l'a seulement assommé. Agi ne le sait pas, alors il attaque aveuglément en envoyant des balles de golf partout. Cela rend les balles plus difficiles à esquiver et impossibles à abattre. Juzo réalise à quel point c'est dangereux, alors il se demande comment il va arrêter Agi. Il envisage de lui tirer dans quelques membres ou peut-être même dans la tête. Quoi qu'il en soit, il ne veut pas que Tando voie du sang. Juste alors, Juzo est choqué quand Tando lui dit de le laisser prendre le relais. Il dit à Juzo de distraire Agi un instant, et il va lui montrer un véritable tir meurtrier. Juzo attire l'attention d'Agi, et il se demande si Tando était sérieux. Il sait que Tando n'est pas du genre à mentir, alors il commence à croire en lui. Tando explique que le football est un autre type de sport où l'on peut donner de l'effet au ballon, quelques exemples sont les tirs en banane et les coups de pied sans effet. Cependant, il y a un type d'effet que l'on ne voit presque jamais au football. Il repense à une époque où il expliquait cela à son ami. L'effet dont il parle est un effet spirale ou effet gyroscopique. Il a expliqué que faire tournoyer le ballon autour de sa direction de déplacement augmente vraiment son potentiel de pénétration. Il a dit que c'est comme une balle, et son ami n'arrivait pas à croire qu'il avait imaginé cela en s'amusant. Tando a fait une démonstration, et il a fait tournoyer le ballon violemment en le frappant plusieurs fois. Le tir qu'il a effectué était assez puissant pour fissurer du béton, et son ami s'est demandé si c'était réel. Tando a expliqué que c'est vraiment puissant, mais cela le laisse complètement vulnérable. Le fait que cela le rende si vulnérable est pourquoi il ne peut jamais l'utiliser dans un match. De retour au présent, nous voyons que Tando a fait tournoyer un autre ballon de football. Il présente ses excuses à Agi parce qu'il va maintenant mettre fin à leur combat. Tando exécute le tir super gyro spin, et il file vers Agi. Agi contre rapidement en frappant une balle de golf, mais elle est pulvérisée par le tir de Tando. Agi n'a d'autre choix que d'essayer d'attraper le ballon de football, mais il se déplace avec trop de force.
Il est finalement submergé et il est assommé. Juzo et Kotatsu sont tous deux choqués car Tendo vient d'abattre un tueur à gages de Jordan. Juzo pense que la crise est terminée, mais l'endroit est complètement en désordre. Avant qu'il ne puisse penser à comment nettoyer, Tendo exige des réponses. Juste alors, Norin se réveille, et la première personne qu'elle voit est Juzo. L'hypnose de Kazuma s'active, et elle tombe amoureuse de lui. Elle est distraite un instant en se souvenant qu'elle a été kidnappée, puis elle retombe amoureuse de Juzo. Elle l'appelle son sauveur, et Tendo essaie de faire remarquer qu'il a aidé. Norin dit que c'est la deuxième fois que Juzo la sauve, et Kazuma est terrifié. Norin se souvient de la première fois, même si Juzo a effacé sa mémoire, et il craint ce que cela pourrait signifier. Juzo n'est pas d'accord avec tout cela parce que Norin a le même âge que sa fille. Il sait à quel point c'est mal, et il doit réparer cela. Norin dit à Juzo que son cœur s'emballe, et elle se prépare à avouer son amour. Juzo agit immédiatement, et il lui donne un coup de karaté dans la nuque pour l'assommer. Tendo se demande ce qu'il fait, et Juzo explique qu'il a vu un moustique. Tendo fait remarquer qu'on est censé écraser les moustiques, pas leur donner un coup de karaté. Juste à ce moment, ils sont interrompus par l'arrivée de Kazuma. Tendo voit immédiatement que quelque chose ne va pas, et il se demande pourquoi Kazuma porte les vêtements de Sharishi. Kazuma explique qu'il vient d'acheter la même tenue, et Juzo dit qu'il expliquera plus tard. Tendo se calme, et Kazuma dit qu'il a réalisé quelque chose. Dans cette situation, tout ce qu'il lui reste à faire est d'implorer pour sa vie. Il s'agenouille et les supplie de laisser vivre son frère. Dans leur monde, l'échec et la défaite signifient la mort, alors Kazuma a déjà accepté son propre sort. Cependant, il dit qu'il se battra jusqu'au bout pour la vie de son frère. Nos héros sont surpris et font remarquer qu'ils n'allaient pas éliminer Agi de toute façon. Juzo ne peut pas non plus les laisser partir comme ça parce qu'il a quelques questions. Cependant, après cela, Kazuma et son frère sont libres de partir. Kazuma devient émotif et les remercie pour leur clémence. Juzo fait remarquer que cet endroit est en désordre, alors tous trois essaient de trouver une solution pour arranger cela. Avant cela, Tendo se demande qui sont ces gars. Au début, ils semblaient être des kidnappeurs ordinaires, mais il a réalisé en les combattant qu'ils sont d'un niveau bien supérieur à celui des voyous ou de la Yakuza. De plus, Juzo semble les connaître, alors il se demande s'il vient du même monde que Kazuma et Agi. Juste alors, Kotatsu rappelle à Juzo les pouvoirs de Kazuma. Juzo se demande si Kazuma peut utiliser l'hypnose pour faire oublier à Tendo ce qui s'est passé aujourd'hui. Kazuma est sur le point de l'avertir de quelque chose, mais Juzo lui dit de le faire. Kazuma sort son briquet et suit tout le processus. Kazuma est satisfait quand tout est fini, mais il est bientôt choqué quand Tendo se demande ce qu'il essayait de faire. Pour une raison quelconque, son hypnose n'a pas fonctionné. Kazuma essaie plusieurs fois de plus, mais chaque tentative échoue. C'est la première fois que cela arrive, et Kazuma dit que Tendo est irréel. Juzo rit et dit qu'à ce stade, c'est tout ce qu'il peut faire. Ils ne pourront pas faire oublier Tendo, donc le jeu est découvert. Juzo avoue et révèle qu'ils sont des tueurs à gages. Kotatsu se demande alors s'il était vraiment judicieux de le lui dire. Juzo dit simplement que la situation n'est pas bonne et qu'il ne peut plus aller à l'école. Il lui dit que la mission est terminée et qu'il est au chômage à partir de demain. Il s'excuse auprès de Tendo pour la tentative d'hypnose et le remercie d'avoir aidé à sauver Norin. Tendo se demande si cela signifie que Juzo va disparaître, et Juzo répond oui. Tendo choque alors tout le monde en demandant si c'est vraiment si grave qu'un tueur à gages aille à l'école. Il admet que mettre fin à des vies est quelque chose qu'on ne devrait jamais faire et dit que Juzo devrait cesser complètement cela. Cependant, il fait remarquer que Juzo aime l'école et étudier, donc il ne devrait pas abandonner cela. Le but même d'aller à l'école sera de trouver une nouvelle voie professionnelle. Arrêter d'être tueur à gages n'annulera pas tout ce qu'ils ont fait dans le passé, mais Tendo peut voir que ce ne sont pas de mauvaises personnes. Tendo veut que Juzo continue à apprécier l'école, alors il promet de ne pas révéler sa couverture. Juzo n'arrive pas à croire ce qu'il entend parce que Tendo parle comme un adulte. Juzo réalise rapidement que le fait que Tendo soit jeune ne signifie pas qu'il ne peut pas être mature. Tendo dit alors à Kazuma qu'il en va de même pour lui et son frère. Juste alors, ils entendent des sirènes de police s'approcher, alors Kazuma leur dit de partir. Quant à lui et son frère, il peut inventer une histoire facilement grâce à son hypnose. Juzo se prépare à partir, mais il fait remarquer que ce n'est pas fini. Norin est toujours sous l'hypnose de Kazuma, alors Kazuma dit qu'il s'en occupera la prochaine fois. Il assure à Juzo qu'ils se reverront parce qu'il a la certitude que Norin est l'indice dont il a besoin pour protéger son frère. Ils renonceront au duel pour l'instant, mais Kazuma dit qu'ils vont être transférés dans leur école. Juzo l'espère vraiment parce qu'il veut briser l'hypnose de Norin. Après quoi, Rishi est soulagée de voir que tout le monde va bien, et elle pleure dans les bras de Tendo. De retour à l'école le lendemain, Juzo et Kotatsu réfléchissent à quel week-end cela a été de fou. Tendo a découvert le vrai travail de Juzo, et le tueur à gages qui ciblait Norin va probablement revenir. En plus de tout cela, l'affaire n'est pas encore terminée car les frères Reno vont toujours être transférés dans l'école. Cependant, le problème le plus immédiat est que Norin est toujours sous l'hypnose de Kazuma.
Ce sort la met en mode amour 100% sérieux, ce qui la rend étrangement assertive. Juzo dit qu'à partir d'aujourd'hui, il ne peut pas baisser sa garde à l'école, pas même un instant. Kotatsu fait remarquer qu'il peut simplement rester à la maison, mais Juzo dit qu'il veut étudier. Juzo déclare alors qu'il doit faire tout son possible pour éviter de faire avancer sa relation avec Norin. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.